J'ai 21 ans, j'entreprends depuis que j'ai 12 ans. Pourquoi je m'en suis bien sorti dans mes business, c'est parce que quand les gens ils parlaient d'autres business, je me disais non, je reste concentré sur le mien, je le développe, je vais y arriver, ça va bien se passer, avant de vouloir me lancer sur d'autres choses. Donc j'ai toujours été flexible, mais la flexibilité vient aussi d'une obligation d'avoir une vision long terme. Si tu vois ton business en mode ouais je fais ça 6 mois, je prends un max et après j'arrête, tu vas jamais être flexible avec ton client et c'est là où tu vas commencer à avoir des haters aussi parce que tu vas pas être convaincu de ton service. Moi je suis convaincu qu'aujourd'hui le business et ce que je fais et ce que je mets en place peut vraiment aider des gens à se développer, à développer leur marque, à développer leur site d'e-commerce et à atteindre des résultats. Quand tu as des responsabilités, il faut en être conscient. Je pense qu'il ne faut pas sauter les étapes, il ne faut pas se dire que ça va être facile. C'est pas facile de lancer un business et ça demande beaucoup de travail. C'est là où on voit la différence entre un entrepreneur qui va réussir et un entrepreneur qui va pas réussir. C'est la manière dont il va travailler, déjà qu'il va bosser beaucoup, mais aussi de manière efficace. Tu risques rien, tu risques juste d'apprendre des choses, donc franchement fonce. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Nathan. Salut Alec. Ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, content de t'accueillir ici pour un nouvel épisode du Déclic. Nathan, pour ceux qui ne le connaissent pas, et je vais te laisser te présenter dans quelques instants, donc tu as l'agence MS Media, tu es à Dubaï, ça fait maintenant un certain temps que tu es ici, tu es assez connu pour différents succès, on va en parler autour du dropshipping, du e-commerce, des NFT, plein d'autres casquettes à ton arc, mais en plus de ça, tu as commencé l'entrepreneuriat à l'âge de 12 ans. Tu as aujourd'hui 21 ans, tu as eu des résultats et tu as eu un succès que peu de gens peuvent se vanter d'avoir aujourd'hui. Et ce qui est beau, c'est que tu n'as encore une fois que 21 ans. Donc je pense que tu es vraiment un message aussi d'encouragement à tous les jeunes peut-être qui nous écoutent et qui nous regardent et qui pour X ou Y raison veulent entreprendre ou n'osent pas faire certaines choses. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir ici. On va évoquer plein de sujets, ça va être super intéressant. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter plus en détail? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation. Franchement, ça fait super plaisir de pouvoir partager mon parcours et d'en parler ici avec toi, justement. Comme tu as dit, j'ai 21 ans, j'entreprends depuis que j'ai 12 ans. Donc, j'ai commencé très simplement par les pages Facebook. En gros, je ramenais du trafic sur des pages Facebook et je l'ai développé jusqu'à plusieurs millions d'abonnés. Suite à ça, j'ai un peu suivi les différentes tendances. Donc, ensuite, j'ai décalé un peu sur Twitter. Il y avait quelque chose qui s'appelait les TweetDeck. Donc, en gros, tu avais accès aux comptes de plein d'autres personnes et tu pouvais retweeter des choses entre tous les comptes. Et ça permettait de créer des tendances. Suite à ça, j'ai réussi à monétiser les services, commencer à être mis en relation avec des influenceurs et commencer à me décaler sur Instagram, l'e-commerce et aller chercher du coup des résultats importants avec mes clients. Et ensuite, j'ai décalé à Dubaï, quand j'avais 17 ans et 11 mois. Ok. Je suis parti à Dubaï, alors j'étais encore en études de commerce, mais bon, il fallait que je fasse un choix. Donc tu as arrêté tes études? J'ai arrêté mes études okay. Et je suis parti à Dubaï. Ok, magnifique. 17 ans et 11 mois, spécifiquement, si tu attendais absolument les 18 ans pour pouvoir... En fait, c'était plus une question de réassurance, entre guillemets, par rapport à moi-même. Et ma mère aussi, parce que ma mère est prof. Okay. Donc arrêter les études quand sa mère est prof, c'est compliqué. Ouais. Moi, j'étais en école de commerce, donc je commençais ma deuxième année, parce que je suis né le 29 décembre, donc j'étais un peu en décalé. Donc je commençais ma deuxième année d'école de commerce. Puis j'ai eu l'occasion d'acheter de l'immobilier avec l'argent que j'avais généré avant dans mes business. Donc j'ai acheté 3 appartements, je les ai mis à louer. Une fois que c'était loué, ça me faisait 2400 € par mois. Okay. Donc j'ai montré à ma mère, regarde, j'ai 2400 € par mois qui tombent. De cash flow positif ou c'est pas à crédit, j'ai acheté cash. Ah ouais, ok. Donc j'avais 2400 € par mois dans ma poche. Donc okay. Même avec les impôts ou quoi que ce soit, ça aurait fait quoi? Ça aurait fait 1800 € par mois. Donc au pire des cas, qu'est-ce qui pouvait se passer? Rien. J'aurais eu 1800 € par mois, même si mon business il coulait. 1800 € par mois, ça suffit pour vivre et avoir un travail à côté. Donc dans la tête de ma mère et dans ma tête, c'était ok, vas-y, c'est le moment, je peux y aller maintenant. Ouais. Je peux arrêter mes études. Ok, très intéressant. Du coup, là, déjà, ça dénote quelque chose d'assez exceptionnel dans ton parcours. C'est qu'avant l'âge de 18 ans, tu as déjà 3 appartements que tu as achetés cash de ta poche grâce aux résultats de ton travail, donc qui, par conséquent, après impôts, etc., ont été quand même relativement importants à cet âge-là.
et tu as la présence d'esprit de te dire, avant de tout quitter, d'aller à Dubaï, de me lancer, je vais me créer une rente régulière qui, à vie, du coup, va pouvoir me rassurer ma mère en l'occurrence, et du coup avancer. Ok, et pourquoi Dubaï spécifiquement? Par rapport à la possibilité de se développer dans son business. On va dire qu'en France, quand tu as quasiment 18 ans, ou que même quand tu as 20 ans, tu es bloqué. C'est-à-dire que les banques, elles vont pas te faire confiance. C'est-à-dire que ma banque, elle m'a envoyé des emails tous les 2 jours. Elle comprend même pas ce que tu fais, limite. C'est ça. Alors, j'avais rendez-vous tout le temps avec le directeur de la banque. Bon, je lui ai expliqué ce que je faisais. Il comprenait. Au bout d'un certain temps, il a vu que c'était carré. Mais tous les mois, je devais envoyer ma déclaration de TVA, ma déclaration de trucs, machin. On lui montrait que je payais bien mes impôts. C'était un bordel, honnêtement. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'imagine... pour avoir des employés, mais c'était impossible. Ouais. Tu as 17 ans, quasiment 18 ans, tu veux employer quelqu'un, mais s'ils savent l'âge que tu as, ils se disent non, c'est pas possible. En France, c'est mort. La mentalité, elle est pas possible du tout. Alors que je suis arrivé à Dubaï, j'ai rencontré des gens ici, j'ai commencé à me construire une équipe et je me suis retrouvé à avoir 35 personnes. J'avais 18 ans, je gérais 35 personnes. Parce qu'on avait peut-être 300, 400 postes par semaine à gérer avec les influenceurs. Ouais, tout à fait. Et justement, donc c'était il y a de ça à peu près 3 ans, un petit peu plus de 3 ans, vu que maintenant tu vas sur 22 ans sur la fin d'année. Et du coup, comment on fait pour arriver dans une nouvelle ville à 18 ans? Tu crées un business, tu as 35 personnes sous ta gestion. Je veux dire, il y a beaucoup de gens peut-être qui se disent, est-ce que ses parents étaient de grands entrepreneurs? Est-ce qu'il a appris ça quelque part? Est-ce que ses aînés étaient Lionel Messi du business? Est-ce que tu peux nous en dire plus justement à propos de tout ça? Je pense que c'est plus une histoire d'éducation, d'esprit compétitif, parce que j'ai été un sportif à haut niveau quand j'étais plus jeune et c'est pour ça aussi que j'ai lancé Dans quel domaine? le business en planche à voile. Ok. Donc déjà planche à voile, quand tu habites à Nancy en France, c'est assez particulier, donc tu dois tout le temps aller vers la mer, donc tu roules les 6 heures, 7 heures de route. Ma mère est prof, donc niveau frais, c'était compliqué, donc moi je l'aidais. Le but, c'était de travailler pour l'aider et pouvoir lui permettre, et me permettre surtout, de continuer mon sport. Donc, j'ai fait les championnats du monde en 2016, je crois. Et après, je me suis dit, en vrai, j'ai pas forcément fait les résultats que j'attendais. Je finis 91e. Je me suis dit, en vrai, c'est le moment de switcher, de rester dans ce sport, mais pour le plaisir, mais de me concentrer plus sur le business et mes études, parce qu'à l'époque là, j'étais encore en études, j'avais mon bac à passer, etc. Donc, j'étais plus dans cette optique-là. Et donc, on va dire, j'ai une mentalité très compétitive. Et ensuite, j'ai toujours su bien m'entourer. Je pense que c'est grâce à ma mère aussi qui m'a toujours bien éduqué, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur la façon d'être avec les personnes, la façon aussi de s'habiller, c'est-à-dire de toujours bien présenter quand c'est pour des choses importantes. Tu as découvert Dubaï, tu t'es dit c'est ici que je veux rester, que je veux construire. Franchement, c'était tellement plus simple, la vie elle était belle, je me réveillais, je voyais le Burj Khalifa, soleil tous les jours, je travaillais dans la piscine, je posais sur mon téléphone, c'était la belle vie, franchement, c'était top. Et justement, avant qu'on rentre plus dans les détails, qu'on voit à la loupe tout ce parcours, les hauts, les bas, parce que tu sais, sur Instagram où au début on parle beaucoup des succès et autres, mais j'imagine que c'est pas uniquement linéaire. Surtout quand tu es jeune, le chemin est semé d'embûches. En plus, vous avez une rapidité d'exécution qui est assez folle. Ça, c'est vraiment un truc moi qui me choque énormément par rapport à votre approche du business. Donc quand je dis vous, c'est toute cette jeune génération e-commerce, dropshipping qui a aussi sauté sur les NFT relativement rapidement et qui sait derrière faire les choses mais orienté performance. Et du coup, ça nécessite aussi des fois de devoir sauter d'opportunité à opportunité, mais sans pour autant négliger les engagements que tu as eu dans le passé. Donc c'est pas mal de variables et on va voir ça plus en détail. Mais aujourd'hui, où est-ce que tu te situes? Quelle est ton organisation? Combien tu as de collaborateurs, tes sociétés, peut-être un peu en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça représente? Puis ensuite, on rentrera plus dans le détail de tous ces éléments. Ok, alors en termes de chiffre d'affaires, moi sur la société, donc en 2017, je crois qu'on avait fait, parce que j'avais un modèle qui était vachement différent. En 2017, je facturais uniquement la commission à mes clients. Donc, je facturais que mon bénéfice. Je crois que j'avais fait 600 ou 700 000 euros. D'accord. Donc, c'est à partir de 2017 où j'ai commencé à vraiment faire d'argent. Donc, j'avais fait 600 ou 700 000 euros de profit. En 2018, j'ai changé mon modèle. J'ai commencé à structurer. Et du coup, je suis passé en mode on facture les influenceurs avec nos commissions incluses.
Parce que du coup, j'étais à Dubaï, donc je pouvais me permettre de tourner la chose dans cette manière-là, parce que j'avais pas de fiscalité sur mon chiffre d'affaires. Enfin, c'était plus simple, on va dire. Et là, je crois que j'avais fait 8 ou 12 millions de chiffre d'affaires en 2018. En 2019, j'ai dû faire 8 millions à peu près. En 2020, c'était une grosse année avec le Covid. Je crois que j'ai fait 14 ou 15 millions de chiffre d'affaires. Après, à vérifier, il y a des encaissements qui n'ont pas été faits. Enfin, tu sais, il y a toujours des galères de clients qui ne me payent pas, des choses comme ça. Ouais. Donc moi, aujourd'hui, je dois avoir peut-être 5 millions d'euros de créances clients qui sont à droite, à gauche, Ok. qui représentent du coup une très grosse partie de mon profit. Donc les marges, elles sont faibles, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. En 2021, c'était assez... Ah non, c'était la fin. Donc c'était pas mal, mais en fin d'année uniquement. Ouais. Donc peut-être que Avec notamment les NFT. c'est ça. Si on se serait arrêté en novembre, j'aurais peut-être fait une très mauvaise année. J'aurais peut-être fait 4 ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires maximum. Mais avec les NFT, je crois que sur le mois de novembre et décembre, rien que ça, on a fait 4 ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc vraiment costaud. Moi, j'ai fait mon projet aussi. Donc en fait, je gérais même pas l'agence. Juste, je faisais mon projet. Et moi, l'agence, vu que ça fait longtemps que j'ai mes équipes, Ouais, t'as un nom. c'est des personnes qui sont structurées, qui savent ce qu'ils doivent faire et qui n'ont pas besoin que je sois là derrière eux pour qu'ils fassent leur travail parce qu'ils ont été bien formés, ils travaillent avec moi depuis plusieurs années et j'ai une bonne manageuse. Ouais. Bon, au final, ça tournait tout seul. Et ça, c'est l'avantage. Il y a ça, effectivement, je me vais te couper pour un point parce qu'il y a la structuration que tu as mis en place, mais aussi le nom que tu as développé aussi. Et aujourd'hui, je le vois dans mon entourage entrepreneurial, on a besoin d'influenceurs orientés e-com, NFT, etc. Tout de suite, tu vas faire partie de l'équation décisionnelle. On a cette option, on a cette option, on a cette option. Tu fais partie du top 3, 4, 5 des options auxquelles on pense. Excuse-moi. Bon, pas de souci. Où est-ce que j'en étais déjà? Du coup, 2021... C'est ça, oui. Donc 2021, ouais, j'ai fait mon projet d'NFT. Donc pendant ce temps-là, moi j'étais vraiment focus. C'est-à-dire pendant un mois, j'ai fait que ça. D'accord. J'étais projet NFT, Ouais. je dormais Ça quasiment prend beaucoup pas. d'énergie. Je m'enchaînais au C4 et je sortais même pas de chez moi. Franchement, je sais même pas si je mangeais, je me rappelle pas. Ok. Mais je sais que je buvais beaucoup de C4. Ok. Je recevais des livraisons et je dormais pas. Honnêtement, Ok. je dormais peut-être 1 heure par nuit. Enfin, c'était ultra stressant. Parce que quand tu es doxé sur un projet, tu fais investir tes amis, c'est ton image, c'est tout. Donc en fait, tu peux pas te foirer. Tu es obligé de réussir. Sinon, tu es mort. Enfin, tu es mort. Dans le business, entre guillemets, ça te met un vrai coup. Ouais. Donc j'étais obligé de réussir. Donc j'ai travaillé pour et on a réussi à sold out la collection. Donc super. Et à côté de ça, l'agence tournait avec mes équipes, tout pour le mieux. Ensuite, en 2022, rien qu'en janvier, on a fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires D'accord. sur les NFT. Donc énormément de clients à qui on faisait gagner beaucoup d'argent sur les NFT et qui du coup reprenaient des projets. Et au final, on était sur les pages NFT vraiment le leader. C'est-à-dire qu'on vendait plus de posts que la page elle-même. C'est-à-dire que les pages n'étaient pas à nous, c'était NFT Money, LMC officiel. Les pages n'étaient pas à nous, mais sur leur planning, il n'y avait que nous. Il n'y avait que nos clients. Il y avait peut-être 12 posts par jour, c'était nous. Et c'était des posts à 30 000, 40 000 $. Donc on faisait des 400 000 euros de chiffre d'affaires par jour juste avec les pages Instagram. Parfois, on bookait des grosses stars, on faisait vraiment de tout pour les projets NFT des clients. Et je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 clients seulement qui ont perdu de l'argent sur leur projet. Sur 80, quoi. La plupart, ils ont tous gagné de l'argent. Ils ont tous vraiment bien tourné. Donc ça nous a fait une bonne réputation dans ce monde-là. Et ça nous a permis de bien tourner aussi en février, mars, et après ça s'est un peu arrêté avec les pages Instagram qui ont commencé à sauter, toutes ces choses-là. Mais du coup, peut-être que de janvier à mars, on a dû faire 8 millions, 9 millions, 10 millions de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Et là, maintenant, on tourne peut-être à 250 000 euros par mois depuis le reste. Donc, ça veut dire une année un peu calme, parce que c'est une année de transition, je pense. Ouais, pour beaucoup. Pour beaucoup, ouais. Donc, moi, je pense que là, ça va partir l'année prochaine. Moi, je suis pas inquiet. En fait, ça fait longtemps que je suis dans le business, donc je vois, il y a toujours des tendances. Tu fais beaucoup d'argent sur la tendance, et après, c'est calme pendant 3 à 6 mois, et le temps qu'il y ait une nouvelle tendance qui se crée, et après, ça commence à repartir, et si tu surfes bien sur la tendance, tu réalises des gros chiffres d'affaires, quoi. On parle justement de gros chiffres d'affaires, c'est propre à ton industrie, propre à l'industrie du e-commerce aussi. En termes de marge, qu'est-ce que ça représente concrètement ? Honnêtement, ça serait beau si les clients seraient tous honnêtes. Ok. C'est-à-dire qu'on se situerait à... Moi, j'ai une marge opérationnelle en moyenne de 16%. Ok. Donc, on va dire que le prix d'influenceur, on rajoute 20%. Mais du coup, tu prends 1000, tu rajoutes 20, ça fait 1200. Mais 1200, sur 1200, il y a 200 euros de marge, donc ça fait 16,6%. Donc ça, c'est ma marge opérationnelle qu'on applique en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des clients, des nouveaux clients, on va peut-être charger 25. Des clients réguliers, on peut charger même 5%. Ça dépend, on a des arrangements en fonction des gens. Mais on va dire que j'ai une marge moyenne opérationnelle de 16,6%. Et moi, le vrai problème que j'ai, c'est les clients
parce que moi, je fonctionne en mode entreprise. C'est-à-dire que tu as une entreprise, tu as un mec sérieux, bah, tu me payes une partie avant et une partie après. Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui ont perdu d'argent dans l'e-com à cause des stripes qui ont sauté, des stripes qui sont fait voler, des stripes qui ont remboursé tous les clients, des projets d'e-com où leurs devs, des projets de NFT où leurs devs, ils sont partis. C'est ça, ils leur ont volé les trucs. Trop tard aussi sur la hype. C'est ça. Et du coup, bah, je me retrouve avec peut-être 5 millions de créances, tu vois. Okay. Donc, en fait, je me retrouve avec beaucoup d'argent dehors, plus que mon capital, entre guillemets, qui est pas chez moi, tu vois. Ouais. Donc on va dire que c'est comme ça, c'est le jeu, mais je me suis retrouvé à des mois où je devais gagner 1 million de bénéfices, au final, c'était pas là, quoi. Ouais. Sachant que dans ton modèle, si je comprends bien, imaginons je suis influenceur, tu vas facturer le client, tu vas me payer en amont pour la prestation de ta trésorerie. C'est ça. Je vais recevoir moi l'argent en tant qu'influenceur, je vais faire la prestation, mais le client, s'il ne te paye pas, en fait, tu lui as payé sa pub. C'est ça, clairement. Okay. Et le problème, c'est qu'avec 16,6% de marge, bah, en fait, si un client sur 6 ne te paye pas, t'es foutu. Ouais, totalement. C'est super intéressant. Aujourd'hui, comment tu es structuré? Parce que je sais que tu as aussi plusieurs entreprises. Tu as l'agence justement principale où vous faites le marketing d'influence, etc. Tu as aussi une boîte de location de voitures. Tu as aussi une boîte de médias où vous proposez justement des placements sur différents médias. Est-ce que tu peux m'en dire plus à l'égard de tes différentes sociétés et comment tu gères tout ça? Carrément. Donc en gros, moi j'ai eu NS Media. Enfin, j'ai toujours NS Media. Donc je l'ai créé peut-être aux alentours de 14 ans. Donc au début, c'était de la gestion d'influenceurs sur Musical.ly. Ok. Donc on gérait. C'est maintenant devenu TikTok du coup, Musical.ly. Ouais, ça s'est transformé après en TikTok. Donc c'était Musical.ly, je gérais des influenceurs, j'avais 200 000, 300 000 abonnés, 400 000 abonnés. Okay. Donc moi je faisais mes 1000 euros par mois, j'étais content. Après Musical.ly, ça s'est arrêté, ça a switché vers TikTok. Moi j'ai pas réussi à bien suivre la transition. En vrai, je comprenais pas trop. Donc je me suis dit, ils vont tous partir sur Instagram. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai transité vers le bon réseau social, entre guillemets. Je suis parti sur Instagram, je gérais du coup des influenceurs qui avaient 200 000, 300 000, 400, 500 000 abonnés. J'ai une agence de location de voitures depuis 2 ans et demi à Dubaï, mais à moi officiellement depuis 1 an et demi. Donc la première année, je me suis fait arnaquer. Okay. Donc j'ai investi dans une agence. J'étais censé prendre des parts, mais vu que j'avais pas 21 ans, ils pouvaient pas me mettre sur le papier des sociétés. Donc j'avais fait un contrat, j'avais tout fait, reconnaissance de dette au papier, machin, etc. Puis le mec, c'était le mec à qui je jouais des voitures depuis 1 an, donc je lui faisais confiance. C'était un mec qui habitait ici, il est né ici. Je me dis, j'étais innocent, naïf. Je me suis dit, bon, on est à Dubaï, franchement, il va pas me voler, il y aura pas de problème, etc. Donc j'ai investi 1 100 000 dirhams, ce qu'il faut aujourd'hui peut-être 300 000 euros, un truc du genre, dans son agence. Premier mois, il me paye, deuxième mois, il me paye. Sur les rendements de la voiture. Après, je pars en France, plus rien. Plus de paiement. Je le relance, rien. Et à la fin, ça a fini en mode c'est pas tes voitures, elles sont à mon nom sur la société. T'as pas de nom sur la société. Si t'es pas content, va voir la police. Du coup, j'ai fait donc là, je suis en procès contre lui. Donc là, il est en prison maintenant. Donc il a pris 10 ans de prison. Parce qu'il m'a volé moi, mais il a aussi volé d'autres personnes sur l'agence. En fait, il volait les dépôts des clients, il faisait plein de choses. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont enveloppées entre guillemets autour de lui. Et au final, là, il est en prison depuis 2 mois pour 10 ans. Mais moi, j'ai toujours pas récupéré mon argent parce que le jugement, il faut qu'il soit transféré sur. Parce qu'il a bien fait, il a mis les voitures ensuite sur son père. Donc là, maintenant, il faut que le jugement soit transféré sur son père pour récupérer les biens auprès de son père. Enfin, c'est vraiment un bordel sur ça, Dubaï. La justice est puissante, mais pour récupérer tes biens et des dommages d'intérêt, c'est plutôt compliqué. Donc, moi, je me suis pas laissé faire arnaquer, j'aime pas. Mentalement, je me fais arnaquer, c'est mort. Donc je me suis fait arnaquer. Le mec, il avait son business, je voyais, il faisait de l'argent. J'arrive à Dubaï, je vois du Snapads avec mes voitures sur son agence, je deviens fou. Je me dis, vas-y, je fais mon agence. Donc je crée mon agence, j'avais pas encore 21 ans. Donc je mets le nom d'un pote à moi en CEO de l'agence. Et le jour où j'ai eu 21 ans, on a changé la trade license et on m'a mis dessus. Le problème, c'est qu'on peut faire uniquement des free zones avant 21 ans. Et du coup, c'est uniquement à Sharjah. Et à partir de 21 ans, seulement là, tu peux faire des sociétés en mainland. Ouais. Donc à 21 ans, j'ai eu enfin la société à mon nom en mainland. Mais ça faisait peut-être 6 mois où c'était déjà, entre guillemets, moi qui tenais les rênes. Et maintenant, j'ai une flotte de 10 voitures. D'ailleurs, j'en achète 2 tout à l'heure. Et où ça vaut à peu près... j'ai peut-être 6,8, 7 millions de dirhams aujourd'hui de flotte de voitures que j'ai acheté cash ou du coup j'ai investi au fur et à mesure dans
dans ce business, que c'est un des business les plus rentables pour moi aujourd'hui. Je fais 40 à 80% par an de rentabilité en fonction des voitures. Et je loue majoritairement à mon entourage, donc ça me permet de rendre service à mon entourage, parce que je leur loue des voitures sans caution à des très bons prix. Et moi, ça me permet aussi de rouler en belle voiture et de profiter de cet investissement dans la vie de tous les jours, et aussi de gagner 40 à 80% par an, quoi. Ouais, une bonne diversification, quoi. C'est ça. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Et justement, tu parlais tout à l'heure, voilà, moi, j'aime pas me faire arnaquer, je fais les choses carrées, et on voit de par les contrats que tu as mis en place, la réflexion que tu as autour, que tu anticipes les choses. Tu as plus de 5 millions de créances extérieures à l'heure actuelle par rapport à l'agence. Comment tu comptes t'y prendre pour pouvoir récupérer aussi cet argent? Parce que c'est quand même, on parle d'une grosse somme d'argent. Les choses sont pas simples quand on parle d'argent, même dans un entourage proche. Quelle est ton approche quand tu fais face à ce type de problématique? C'est intéressant que tu parles notamment aussi du fait que tu t'es fait escroquer avec ton associé. J'en avais entendu parler et j'ai vu que l'issue elle était plutôt positive, en tout cas actuellement pour toi, et que ça devrait le faire. Mais tu vois, quand tu as 5 millions de créances, c'est colossal. Même nous, sur entrepreneurs.com, allez, si on a 150, 200 000 euros de créances, c'est le bout du monde. Et on trouve déjà que c'est important. Alors 5 millions, comment tu gères la chose? Déjà, il faut partir du principe que chaque fois qu'on se fait arnaquer, entre guillemets, ça nous permet d'apprendre. C'est-à-dire que la première fois, ça m'a appris que Dubaï, c'était pas si safe que ça, sur ce point-là, en tout cas dans le business. La deuxième fois où je me suis fait avoir, ça m'a appris qu'en fait, un contrat, il fallait le faire enregistrer au tribunal de commerce de Dubaï devant un notaire, sinon c'était pas valable. Tu vois, donc en fait, chaque chose, ça me permet d'avancer, d'apprendre et de derrière pas me faire avoir sur des plus gros montants. Donc en fait, je le vois bien. Donc il y a peut-être 1 million d'euros que j'ai perdu mais qui m'a permis d'apprendre. Et il y a peut-être 4 millions aujourd'hui où les gens, je suis en contact avec eux, c'est juste qu'ils n'ont pas l'argent. Donc malheureusement, quand il y a un mec qui fait un projet NFT par exemple et il te met 1 million de budget marketing, il paye 500 000 d'avance, 600 000 d'avance, et après, en fait, son mint, il se passe bien, sauf qu'il a emprunté de l'argent à plein de gens pour le budget marketing, donc il rembourse un peu tout le monde comme il peut. Et du coup, toi, il se dit, il t'a déjà payé 500 000, il va te payer après, tu vois. Il se pense qu'ils vont gagner de l'argent encore sur les royalties ou des choses comme ça. Et en fait, tu te retrouves après dans des situations qui sont compliquées où tu as un mec qui te doit 500 000 euros, parce que sa trésorerie, c'est peut-être 10 000, quoi. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Si le mec, il a pas de bien, il a rien, tu peux porter plainte, tu peux faire ce que tu veux, mais ça va pas faire... Ça va faire qu'il va aller en prison, ça va pas te donner ton argent. Donc, on va dire que les gens qui font l'effort, moi, je leur laisse le temps. Je me dis, écoute, peut-être ça prendra 5 ans, peut-être ça prendra 10 ans, peut-être qu'ils n'arriveront jamais à faire cet argent dans leur vie. Mais un mec, tu vois, qui me doit 500 000, mais qui m'envoie 1 000 euros de temps en temps, par semaine, machin, qui me tient au courant, qui me dit, écoute, là, je lance un nouveau projet, j'espère que ça va fonctionner, comme ça, je vais pouvoir te rembourser au fur et à mesure, t'es le premier qui sera payé, etc. Je le laisse, parce que tu veux que je fasse quoi d'autre? Je vais le porter plainte, il va aller en prison. Et en prison, je vais jamais te payer. L'argent, il va pas tomber du ciel. Par contre, s'il y a un mec, il a de l'argent ou il a des biens à moi ou autre, oui, là, dans ce cas-là, tu portes plainte et tu l'attaques et tu essaies de faire avancer les choses. Mais on va dire que j'ai pas le choix d'accepter ça dans le business, de me dire, écoute, Nathan, c'est le jeu. Il y a des gens, ils font faillite. Il y a des gens, ils se font arnaquer aussi. Et des gens, ils me payaient tous les mois depuis 6 mois. Et un coup, ils ont... leur associé qui a volé leur Stripe ou leur Stripe qui a remboursé tous les clients. Mais quand c'est une somme à 800 000, 900 000 euros qui est sur le Stripe et qui devait te payer 200, 300 000 euros, toi, tu penses que tu allais être payé parce qu'il y avait l'argent sur le Stripe, tu n'es pas inquiet, quoi. Le client, il te paye tous les mois. Et il est sérieux, tu bosses avec lui depuis longtemps, etc. Pas de souci. Mais lui, il peut pas... Enfin, si le Stripe, il rembourse tous les clients, tu fais comment? Alors que c'est des clients qui n'ont même pas de litige parfois. Les clients, ils avaient 0,3% de litige, des choses comme ça. Et les Stripe, ils se sont mis à rembourser tous les clients. Le processeur de paiement, il saute. Et en fait, c'est trop de choses comme ça qui ont fait que je me suis fait avoir pas avoir dans le business. Parce qu'en fait, j'en subis les conséquences du monde dans lequel on bosse, tu vois. C'est intéressant, c'est une succession de circonstances atténuantes qui font que tu dois malheureusement t'adapter à la situation. Et justement, tu vois, c'est cette capacité, je pense, à accepter ces situations, mais aussi à savoir sauter sur les opportunités au bon moment, qui fait les résultats que tu as aujourd'hui. Et par exemple, la phase e-commerce
dropshipping, quand tu parlais par exemple des écouteurs sans fil. Ça, cette marque, beaucoup de gens ont entendu parler. Ça a fait, j'ai pas les chiffres exacts, mais au moins plus de 10 millions de ça chiffres. fait 14 millions en 6 mois. Voilà, 14 millions en 6 mois, c'est énorme. Tu étais la personne référente qui gérait tous les placements. A à Z, c'est-à-dire même au-delà de ça. Honnêtement, j'étais un associé sans être associé. Ok. C'est-à-dire que moi, je me dévoue pour mes clients. Surtout quand ça fonctionne bien, je me dévoue, mais corps et âme. Et donc, j'étais là du premier placement de produit au dernier. Et je faisais pas que ça. C'est-à-dire, j'étais dans les groupes avec le media buyer, dans les groupes avec le mec du site. Quand le Stripe, il sautait ou autre, c'était moi qui essayais de trouver des solutions. Quand le Shopify, parfois, il sautait, on se prenait une DMCA. C'était moi qui était sur Shopify Plus, en train d'essayer de régler le problème, qui faisait des DMCA aux gens qui nous copiaient. C'est moi qui prenais l'avion pour aller voir les agences. Quand je voyais un mec, il postait sur, un influenceur qu'on avait en exclu qui postait sur une marque concurrente, je prenais l'avion, j'allais voir l'agence directement, péter un plomb, etc. Pour vraiment sécuriser. En fait, j'étais investi à 1000% dans le projet, comme si j'étais associé. Même je parlais à l'agent chinois parfois. Vraiment, je faisais un peu tout. Parce qu'au lieu de dire aux clients, lui demander en mode ouais, il faudrait que tu fasses des ads sur ça, truc. Bah moi, je prenais les devants, je mettais en relation avec le média buyer. Après, je gérais moi avec le média buyer en mode voilà, aujourd'hui, il y a eu tel influenceur qu'on postait. Tiens la vidéo drive avec le contenu des influenceurs. Fais-moi une créa, un peu une compilation. Mets-la en Snapad, etc. Ce genre de choses comme ça. Et je regardais le Shopify, je regardais les rentabilités de chaque influenceur. Je faisais des tableaux de suivi pour voir qu'est-ce qui était rentable. En fait, le client, il me laissait comme ça. Genre, je pouvais dépenser comme je voulais, tant que c'était rentable. Ouais. Donc c'était la belle époque, ouais. C'est super intéressant, mais je pense que cette belle époque, oui, elle était belle, elle était intéressante, mais tu l'as aussi créée, cette situation. Et justement, ça me vient deux questions. La première, c'est d'où te vient ce tempérament, d'où te vient cette énergie? Tu vois, t'es vif, t'es là, t'as une dynamique, une énergie que peu de gens ont. Je l'ai vu chez 4-5 personnes maximum. Et tu sais comme moi que j'en croise des gens et j'échange avec beaucoup de gens. D'où ça te vient? Qu'est-ce qui fait ce tempérament et pourquoi tu fais tout ça? Je pense que ça vient de ma mère, honnêtement. Ok. Ma mère, elle était sportive, mais à très très haut niveau. À côté de ça, elle a fait, je crois, les championnats d'Europe de taekwondo, de judo, enfin plein de trucs, tu vois. Okay. Elle devait faire les JO et compagnie, mais en fait, elle m'a eu, du coup, elle a pas pu faire les JO. Enfin, vraiment plein de choses comme ça. Et à côté de ça, elle faisait quand t'es bac plus 8 en France, je crois que c'est ingénieur. Okay. Ou un doctorat, enfin ouais. un truc comme ça. Bref, elle est en bac plus 8 pour être prof. Donc vraiment, elle allait loin dans chaque chose, elle se donnait à fond. Donc je pense qu'elle m'a toujours su me communiquer un peu cette rage de la vie, de toujours aller au maximum pour essayer de réussir au mieux. Aussi, il y a eu le décès de mon père quand j'avais 5 ans, donc je pense que ça a beaucoup joué, c'est-à-dire que j'étais un peu seul avec ma mère, et du coup, je me sentais un peu en mode, il fallait que je l'aide, il fallait que je réussisse de moi-même, parce que ma mère, elle était prof, donc tu gagnes 2200, 2000 euros par mois, sauf que moi, je voulais m'acheter des Yeezy, des trucs comme ça, tu vois. Je voulais avoir un beau t-shirt et compagnie, et moi, j'avais peut-être 15 euros d'argent de poche par mois, tu vois. Ouais. Donc, tu fais comment? Tu peux même pas aller au McDo 2 fois par mois, tu vois, avec tes potes. Donc, tu es obligé de travailler et de te donner à fond. Et moi, j'avais des objectifs aussi sportifs, parce que je faisais, comme je t'ai dit, la planche à voile à haut niveau. Je faisais aussi du triathlon à haut niveau. Je fais plusieurs fois les championnats de Lorraine, de la région. J'ai été champion de Lorraine, des choses comme ça quand j'étais petit. Donc, vraiment, j'enchaînais le sport à fond. Donc, le sport, je pense, ça donne vraiment un esprit compétitif. Toujours se dépasser. Parce que moi, je suis pas un mec qui était grand. Je fais pas 1m90, tu vois. Donc, je suis pas non plus super costaud. Donc, c'était des sports où j'avais pas forcément la morphologie la plus adéquate pour aller au niveau auquel je suis allé, mais j'y suis quand même allé. Ouais. Et j'habitais pas forcément non plus au meilleur endroit pour faire le sport que je faisais, donc la planche à voile, parce qu'il n'y avait pas la mer à côté de chez moi. On devait prendre tout le temps la voiture, donc ma mère, elle avait une petite C3, on mettait la planche à voile sur le toit et compagnie. Donc on va dire que c'est une vie simple, sans trop d'argent, mais avec beaucoup d'objectifs, qui m'a du coup donné cette envie de réussir, de faire avancer les choses et de pouvoir ne pas être un poids entre guillemets pour ma mère. Parce que par exemple, je voulais aller en école de commerce. L'école de commerce, c'est 8 000 euros par an. Ma mère, elle gagne 2 000 euros par mois. Elle a un crédit. Donc en fait, c'est soit elle allait faire des sacrifices, soit moi, je devais en faire.
et travailler. Et au final, j'ai toujours adoré ce que j'ai fait dans le travail, que ça soit la gestion des pages Facebook, que ça soit la période où je faisais du resell de vêtements Suprême, de Yeezy, où j'allais à la bibliothèque, je mettais des VPN sur tous les ordinateurs de la bibliothèque et je me connectais sur le site Yeezy et chaque truc était validé. J'achetais avec la carte bancaire de ma mère, avec la carte bancaire de mon beau-père, avec la carte bancaire de tous les gens autour de moi, puis je les remboursais après dès que je revendais la paire et je gagnais des 100 €, 200 € par chaussure. Que ça soit quand je gérais des pages sur Twitter, que ça soit quand je bossais au sein d'une agence de communication qui s'appelait Beastly, qui a été faite par le patron de Fruits. Du coup, parce que moi je travaille avec Fruits, l'application de rencontre, ça a bien tourné, je l'ai bien aidé sur Twitter, on a réussi à créer des tendances, etc. Et donc il a eu énormément de téléchargements avec moi, donc je lui ai fait un peu découvrir le marketing d'influence. Lui il était plus vieux, il voit un petit jeune qui se débrouille bien, donc il s'est dit vas-y, je crée mon agence. Puis moi je bossais pour lui, mais gratuitement, je crois au début, peut-être 500 € par mois, alors que j'allais tous les jours à Paris en train et compagnie, j'y allais en costume, j'étais content. Donc vraiment je prenais de l'expérience et j'ai toujours été à fond, me donner à fond dans le business. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de, à chaque fois, arriver sur la tendance ou même la créer et toujours bien m'en sortir, même si tu peux devenir un peu fou. Moi, j'ai eu des moments de ma vie où j'étais un peu fou sur la gestion financière. Ok. Dire que, par exemple je sais pas, en boîte, ça m'est déjà arrivé de mettre peut-être 30 000 €, 40 000 €, c'est quoi. Pour une soirée. Une soirée. En fait, c'est quand t'es jeune, t'as jamais touché à de l'argent. Et ouais, peut-être j'ai dépensé 400 000 € un mois en trucs qui étaient inutiles. Parce que je gagnais plein d'argent et en fait, il y a une période de ta vie et tu te dis, ouais, en vrai, vas-y, je veux me faire plaisir. Et du coup, tu te défocuses un peu et tu dépenses de l'argent de malade. Mais en fait, c'est bien. Par exemple, les montres, je vois que tu as une belle montre. Ouais, ça, c'est un investissement. Ouais, okay. C'est un investissement, mais à l'époque où je l'ai acheté. Quand tu dis je dépensais 400 000 €, il n'y a pas forcément de montre, de non, voiture. J'achetais des vêtements, je prenais un jet, n'importe quoi, tu vois. J'achetais des voitures. Après, c'est des voitures pour moi, tu vois. J'avais une voiture en France qui coûtait 150 000 €, alors que j'étais même pas en France, tu vois. Vraiment, aucun sens. Mais c'est en mode, ça te permet de voir aussi pourquoi tu travailles. Et c'est ça, cette petite période où tu deviens un peu fou sur ta gestion financière qui te permet ensuite de te redonner un peu de motivation au moment où tu l'as perdu. Et tu te dis, ah ouais, en fait, je fais ça pour ça, tu vois. Aussi, même le fait d'avoir une villa où j'étais seul dans ma villa, mais j'ai pris une villa tout seul où je payais peut-être 7 000 € par mois. J'ai fait construire une piscine à 40 000 €. J'ai mis 80 000 dirhams de meubles en un mois. Après, j'en ai racheté d'autres. Enfin, tu vois, au final, c'est des dépenses un peu inutiles. Et aujourd'hui, je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, quand tu es jeune, tu n'as jamais touché à de l'argent, tu arrives dans une ville où tu peux dépenser beaucoup d'argent, tu peux vraiment te faire plaisir. Ça peut t'arriver d'être un peu fou, mais il faut juste réussir à reprendre le contrôle et à redevenir focus et à se dire, voilà, j'ai été un peu fou sur cette période niveau gestion financière, mais ça m'a permis de me rendre compte que c'était cool aussi de gagner de l'argent pour ces choses-là. Parce qu'avant, moi, j'ai jamais dépensé de l'argent. C'est-à-dire que de mes 12 ans à 18 ans, ou 19 ans même, je dépensais max 300 € par mois. Okay. Vraiment maximum. Je vivais chez ma mère, je prenais le bus et je faisais rien qui pouvait coûter de l'argent. Vraiment rien. Pourtant, tu en accumulais vu que tu avais déjà des résultats, bien sûr. etc. Ouais, bien sûr. Peut-être je gagnais 100 000 € par mois quand j'avais 17 ans, 18 ans. Fin de mes 17 ans, 18 ans. Je gagnais entre 100 000 et 150 000 € dans ma poche par mois. Mais je dépensais vraiment 300, 500 € max par mois. Je demandais même pas tout le temps McDo. Parfois, j'allais le chercher à pied parce que c'était pas trop loin. Comme ça, je payais pas les frais de livraison. J'étais vraiment un rat, tu vois. J'étais vraiment un mec, je dépensais 0 €. Genre vraiment 0 € tant que c'était pas de l'argent pour un investissement, je dépensais rien. Mais vraiment rien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu cette période un peu folle où je louais des voitures, je prenais un jet. Je sais même pas comment je faisais pour dépenser d'argent, honnêtement. Genre aujourd'hui, j'arrive même pas mon cerveau, il est même plus paramétré pour dépenser autant d'argent. Genre, j'arriverais pas à le faire. À part pour des investissements. Genre, ça m'est déjà arrivé de dépenser 1 million € en une journée, mais en achat de voiture, tu vois, en investissement, parce que la même journée, je vais acheter ça, plus je vais faire ça, plus autre. Là, j'ouvre une boîte de nuit aussi le 28 octobre à Metz, donc j'ai mis 130 000 € de décoration, tu vois. Genre, on peut se dire, mais c'est fou, attends, t'es à 400 mètres carrés, tu mets 130 000 € de décoration. Parce que je sais ce que je veux faire. Et je sais ce que ça va me rapporter. Je le vois comme un investissement. Alors qu'en vrai, j'aurais pu ouvrir comme ça. Je mets des petits trucs à l'arrache et boum, ça aurait aussi bien marché. Mais sur le long terme, dans le but que j'ai pour ce projet, il faut le faire, tu vois.
Ouais, je vois tout à fait, je vois tout à fait. C'est super smart et c'est super intéressant d'avoir ta vision des choses. Question qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais tu es enfant unique. Ouais. Ok. Et comment tu étais quand tu étais plus jeune, à l'école, etc. Comment tu étais? Plutôt turbulent, plutôt très sérieux? Alors, moi, l'école, ça a toujours été particulier pour moi. Parce que genre, ma mère, par exemple, elle me mettait des petits pantalons de velours et tout, tu vois, des choses bizarres, des chemises. Genre, j'étais le petit élève à la lunettes, cheveux longs, pantalon de velours, chemise. C'était un peu bizarre, tu vois. Okay. C'était un peu bizarre et j'étais vraiment le premier de la classe, mais genre premier, quoi. Okay. Genre, j'avais peut-être 19,9 de moyenne quand j'étais à la petite école. Après, en 6e, j'avais peut-être 18, quelque chose comme ça. 5e, 18 aussi. Et à partir de la 4e, en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils me trouvaient bizarre, tu vois, d'être, entre guillemets, à fond dans l'école. J'avais pas de téléphone, j'avais pas de réseaux sociaux. Juste pour le travail, j'avais Facebook sur un petit iPod, tu vois. Mais j'avais pas de numéro de téléphone, rien, parce que ma mère, elle m'a donné mon téléphone en 3e, c'est tout. Avant ça, je m'étais acheté un petit iPod pour travailler, pour gagner de l'argent. Mais j'étais un peu différent des autres personnes. À travers les notes, à travers la façon dont je m'habillais, cheveux longs, petites lunettes rondes, c'est un peu le petit intello. Donc j'avais pas beaucoup d'amis à l'école et je me suis rendu compte en 4e que en fait, être intelligent et tout à l'école, ça marchait pas trop pour avoir un cercle d'amis. Donc je commençais à faire exprès d'avoir des fautes sur les contrôles, tu vois, pour avoir des notes un peu normales, à changer de la façon dont je m'habillais. En même temps, je commençais à gagner de l'argent, donc ça me permettait d'acheter des chaussures un peu tendance, genre des Stan Smith, des Yeezy. Enfin, c'est un peu la honte, entre guillemets, aujourd'hui, mais c'était un peu la tendance avant qui faisait que t'étais une personne, t'étais un peu comme les autres gens, t'étais normal, tu vois. Donc, je faisais exprès d'avoir des fautes, et je crois la dernière fois où j'ai révisé quelque chose, c'était en 4e. Après, j'ai jamais révisé, jamais fait des choses, et j'ai toujours gardé 14 de moyenne. Ma mère, elle m'a dit, je m'en fous que tu révises pas ou que tu travailles pas, mais je veux que tu aies 14. Donc moi, j'avais 14. Ma mère, elle voulait 14, j'avais 14. Donc j'arrivais à être bon à l'école et à bien s'en sortir. Même en première année d'école de commerce, je validais mon année à 13,80, un truc comme ça. Mais j'ai jamais écouté un cours. J'y allais, mais j'étais sur mon ordinateur, écouteurs dans les oreilles, et je travaillais sur mon business. La seule chose que je faisais, c'était les contrôles, mais c'était facile en fait. C'était des trucs, c'est logique. C'était facile et logique pour moi. Du coup, j'avais pas besoin de réviser. Je lisais au max, je lisais dans le bus le résumé un peu des cours que je demandais à mes potes, tu vois. Je lisais dans le bus et boum, ça me faisait avoir 14. Donc vraiment, l'école, je le voyais juste comme un moyen de se réveiller le matin, d'avoir des amis et d'être concentré sur mon business. Genre, c'était mon bureau. Ok. C'est intéressant comme vision de l'école. Autre sujet, plus business du coup. Dans tout ton parcours, là, notamment au niveau de l'agence, de l'écosystème que tu as créé, t'es plus un vendeur de pelles plutôt que celui qui va aller chercher l'or dans les mines. Tu vois ce que je veux dire? Plus que de toi-même créer par exemple un site e-commerce ou dropshipping, tu vas être la personne qui va être l'élément différenciant et qui va faire exploser le truc. Pareil, quand tu as fait, imaginons la campagne publicitaire de Yomi au travers de son grand concours, etc. Tu aurais pu largement vendre des formations ou autres, toi aussi, tu en as la légitimité, tu en as le sérieux, tu en as la compétence, mais tu as plus été celui en back-end qui va rendre ça possible, ou tout du moins donner de la visibilité par rapport à une action précise et isolée pour pouvoir exploser les résultats. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette voie plutôt que celle de la lumière, entre guillemets, ou plutôt que celle de celui qui va être en première ligne, mais plus être celui qui va être derrière et faire en sorte de préparer les choses pour pouvoir gagner la bataille, voire même la guerre face à un nouveau marché ou face à un challenge? Alors franchement, je ne saurais pas expliquer et justifier pourquoi, mais moi, j'ai jamais aimé être mis en avant. J'ai toujours préféré être concentré sur mon business et avoir entre guillemets mon cerveau qui est clair sur mes objectifs et ce que je veux faire et pas être influencé par les gens. Donc je voulais pas faire des choses pour les gens. Et le problème, c'est que quand tu veux être un peu mis en avant sur le devant de la semaine, donc devant de la scène, pardon, quand tu veux être youtubeur ou autre, tu dois faire des choses qui doivent plaire aux gens. Donc en fait, t'es un peu si tu veux réussir, tu dois plaire aux gens. Donc tu t'es un peu contrôlé indirectement parce que les gens vont aimer. Donc c'est un peu cet aspect-là, moi, qui m'a jamais plu. Et je sais que c'est un gros défaut que j'ai aujourd'hui. Dire que, par exemple, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'ai accepté le podcast. Au-delà que tu es mon ami et que ça me fait plaisir de partager mon histoire, je trouve ça que c'est important de développer son image sur soi et c'est un regret que j'ai aujourd'hui,
de ne pas avoir développé l'image que j'ai dans le business, de ne pas avoir été présent sur YouTube, sur les autres réseaux sociaux, parce que je vois que c'est un vrai vecteur d'acquisition à la fois de clients, à la fois de contacts et à la fois de connaissances. Et juste pour revenir par rapport à Yomi, donc c'est une personne qui est extrêmement intelligente comme tu le sais. Et honnêtement, sur le concours, j'ai été en back-end, mais lui, il était sur le devant et il était aussi sur le back-end avec moi pour l'organisation. Ouais. Et je n'aurais pas réussi sans son aide parce que c'était vraiment compliqué. Et il a vraiment été là, compréhensif. Et il m'a vraiment aidé aussi sur la gestion du concours, sur l'organisation. Il m'a fait confiance. Et il m'a fait confiance depuis longtemps, honnêtement, depuis longtemps. Parce que je me rappelle, je commençais un peu la gestion de clients d'e-commerce. Je l'avais DM sur Instagram parce qu'il cherchait un truc, donc j'avais DM une réponse, machin, j'avais tenté. C'était un peu déjà un gros, entre guillemets, et moi je commençais à arriver, tu vois. Et après, lui, c'était encore ses débuts, genre il avait encore son petit appart en Suisse, à Lausanne, il prenait le bus encore, tu vois. Ouais. Donc moi, j'ai pris ma voiture, je suis allé... donc, je venais d'avoir 18 ans, ouais, j'ai pris ma voiture. Moi, je commençais à pas mal gagner bien de l'argent avec... Je vais aller le voir et ça va être le moyen de me diversifier. Parce que je me suis dit, attends, mais là j'ai un seul client, enfin j'en ai 2 clients, je ne pouvais pas me dire mon business il va tenir longtemps avec 2 personnes. Donc je me suis dit, je prends ma voiture, je vais aller voir Yomi, donc je suis allé le voir, j'ai fait 4 heures de route et voilà, on s'est bien entendu, on a trouvé un bon moyen d'aider les personnes de sa formation à avoir des gros résultats et franchement on en a aidé plein à bien réussir. Ouais. Et puis, d'ailleurs, un des vecteurs de visibilité que tu as eu, c'était justement au travers de sa formation. Ouais. Tu avais développé une sorte de partenariat, j'imagine, ouais, où tu étais la référence. plus un arrangement, même pas entre nous, c'était même pas un arrangement financier, honnêtement, c'était juste en mode tu fais bien ton taf, t'es motivé, tu peux apporter des bonnes choses à mes clients, go, tu vois. Ok. Donc c'était plus dans ce sens-là et c'est pour ça vraiment. C'est super intéressant que tu dis ça parce que Yomi, je le connais très très bien. C'est quelqu'un que j'estime et qui est un ami aussi. Pour la petite histoire même, parmi ses premières vidéos quand il a commencé à percer, moi j'étais là quand il a tourné la vidéo entre lui et Léo, où Léo lui faisait ce transfert de communauté. J'étais dans ce bureau-là, c'était les bureaux qu'on avait avec Léo. Enfin, bref, c'est rigolo, puis après on l'a vu exploser. Mais tu vois, ce type de deal où voilà, tu fais bien ton travail, c'est cool, moi aussi je fais bien mon travail, on va aider notre communauté et on le fait en mode sans deal financier. C'est le type de deal qu'il aurait fait et que quelqu'un doit faire à ses débuts, mais c'est pas forcément le type de deal qu'il ferait aujourd'hui. Dans le sens où aujourd'hui, étant très intelligent, et je peux que confirmer ça, il a aussi cette vision stratégique et business qui fait qu'il a conscience de la puissance qu'il a en termes de performance, en termes de visibilité, en termes de confidence auprès de cette audience, derrière, de confiance, indice confiance qu'il a auprès de cette audience, et que voilà, il met en avant quelqu'un. Si c'est au bon moment, bien ciblé et autres, ça lui fait péter son business, ça lui fait des millions de chiffres d'affaires. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi avec toi, entre autres, en partie, mais pas que. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Et pour revenir sur le concours, par exemple, est-ce qu'en quelques minutes, quelques phrases, tu dis qu'il y avait des challenges et des choses compliquées? On parle quand même là du plus gros concours Instagram qu'il y a eu en France. 2 fois. Deux fois d'affilée d'ailleurs, 2 années consécutives. Est-ce qu'on peut avoir quelques insights intéressants par rapport à ça, justement, s'il y a des anecdotes en particulier que tu as envie de partager? Honnêtement, déjà le fait de voyager partout avec lui, c'est-à-dire qu'on était partout ensemble, on prenait le train, il est venu à Dubaï, on faisait le tour en voiture, je conduisais, on allait à droite à gauche, etc. pour faire les photos avec les influenceurs. Au-delà entre guillemets, de pas pouvoir être de son côté, mais aussi du mien, concentré sur notre business, parce qu'en fait, on est tout le temps en vadrouille. C'est assez perturbant d'être tout le temps à droite à gauche, c'est assez compliqué pour pouvoir travailler. Le vrai problème, c'était la gestion de l'humain. Ouais. C'est-à-dire que tu avais une journée... Parce que il y avait combien d'influenceurs mobilisés en tout? Peut-être il y en a eu 40, 50 minimum à chaque fois. Okay. Autant lui que moi, on ne peut pas se permettre de faire ça sur 3 semaines. Ouais. Tu vois, moi je ne peux pas arrêter mon business 3 semaines parce que je vais aller faire des photos avec des influenceurs. Lui non plus. Et du coup, on devait tout caler sur des bons timings, sauf que les influenceurs, ils sont en retard, ils oublient, en fait ils ne veulent plus faire, tu vois. Ouais. Et donc, on va dire, le manque de professionnalisme des influenceurs, ça a vraiment été un vrai problème sur cette campagne. Les gens, on se déplace à Marseille pour faire une photo avec un footballeur. Au final, il dit ouais, finalement, je suis plus trop chaud, tu vois. C'est ce genre de choses. T'as fait 10 heures de trajet, ouais. Et au final, du coup, moi, je dois trouver un remplacement parce que je peux pas lui dire on est venu là, tu vois. Ouais. Donc, je trouve un remplacement. Au final, il se retrouve à faire une photo avec Payet. Bon, ok, cool, tu vois, c'est fini. Cool. Mais c'est un peu...
devoir trouver des solutions rapidement, mais en ayant le client en face de toi. Ouais. Et ça, c'était plutôt particulier, plutôt challengeant. Parce que quand tu as le client qui est derrière son téléphone loin, bah, tu dis ouais, t'inquiète, machin. Mais quand tu l'as en face de toi, tu as beaucoup plus la pression. Et tu es obligé de y arriver, entre guillemets, à trouver une solution. Parce que c'est chiant pour tout le monde d'avoir fait 4 heures de route pour rien, de l'avoir fait perdre de son temps qui est important, de la même manière que mon temps est important. Donc ouais, c'est un peu des petites anecdotes. Ouais, c'est intéressant. Et il y a un autre sujet sur lequel je voulais venir, c'est que quand on est jeune, on est très visible, on a beaucoup de résultats, on montre qu'on a de l'argent, on est français. En général, ces 5 ingrédients réunis font que tu vas attirer la convoitise, mais aussi des haters. Et des gens qui vont pas forcément être du même avis que toi, pas forcément être contents, dire que tu fais pas forcément les choses bien, etc., etc. Moi, je te connais personnellement. Je vais pas vouloir prendre ta défense ou te jeter des fleurs, mais je vois tes résultats, je vois ton quotidien, je connais des dizaines, on peut le dire, de gens qui ont bossé avec toi. J'ai jamais eu de mauvais retours ou des infamités à ton égard ou autre. Mais sur Internet ou autre, quand tu regardes, on peut trouver justement 2-3 choses pas forcément positives par des mêmes personnes qui, moi, alors que je suis aussi vierge que Marie, limite, par rapport à des activités qui pourraient être pas forcément élogieuses, on trouverait aussi des choses sur moi, tu vois. Mais par rapport à ça, toi, quelle est ta vision des choses et la façon dont tu as pu gérer ça? Parce que j'ai beaucoup de gens j'ai une personne en particulier qui je pense dans mon entourage qui a par exemple plus ou moins au même âge que toi eu des gros résultats, eu beaucoup de visibilité, eu des haters également et qui l'a excessivement mal géré, qui l'a très mal géré et ça l'a écroulé, et ça lui a fait écrouler son business. Et donc maintenant c'est bon, hein. C'est quelqu'un de très smart et qui a pu relancer des activités, etc. Donc il se porte bien, heureusement pour lui, j'en suis heureux. Mais il l'a très mal géré. Et pour ceux qui nous écoutent, peut-être, toi, comment tu gères ça ou tu as géré ça? Comment tu vois ça? Et comment tu fais aussi pour le minimiser? Parce que finalement, ça se voit, se retranscrit par ton comportement. Tu t'en fous, t'avances et tu es en mode bulldozer. Je m'en tape de ce qui se dit autour de moi. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Mais pour celui ou celle, tu vois, dont c'est la première fois et qui nous écoute, peut-être ça peut même le décourager d'entreprendre. Comment tu vois la chose? Alors moi, il y a eu une première étape de ma vie qui était très compliquée et c'est là où c'était vraiment dur à gérer. C'était quand j'étais à l'école et que j'entreprenais. Okay. C'est-à-dire que j'ai même changé de lycée, honnêtement. J'étais en seconde. Je passais dans les couloirs. Parfois, on criait mon nom. Nathan influenceur. Nathan, on disait ma marque de vêtements. Parce qu'à l'époque là, j'avais une marque de vêtements. Et tu vois, moi, j'étais tout timide. Donc, j'étais tout perturbé. J'avais du mal avec ça. C'était vraiment, vraiment compliqué pour moi. Donc, on va dire que j'ai appris à prendre sur moi. J'ai changé de lycée. Je suis allé dans un lycée en space sport, enfin, le truc sportif où... Du coup, c'est des classes sportives, donc c'est des gens qui avaient une bonne mentalité. C'est des gens qui étaient là parce qu'ils avaient un but compétitif et du coup, là, ça a tout changé. En fait, je me suis rendu compte que c'était juste des gens qui avaient une mauvaise mentalité et ton environnement mon environnement était mauvais et du coup, j'ai juste changé de lycée. Je suis allé dans un lycée plus avec un but entre guillemets sportif et au final, les gens, ils achetaient des vêtements de ma marque de vêtements, ils me soutenaient, ils me demandaient s'ils pouvaient m'aider et au final, en fait, je me suis rendu compte que c'était juste les gens autour de soi à qui on accordait de l'importance, qui était le problème principal d'avoir des haters, d'avoir du coup créé un manque de confiance en soi, ce genre de choses-là. Donc plus tard dans le business aussi, j'ai eu un gros avantage, c'est que je me suis jamais montré. Okay. Dire que j'ai pas fait 40 vidéos où je parlais en facecam, j'ai pas fait de vidéos YouTube, je suis pas devenu influenceur, j'ai pas fait des vidéos si vous voulez avoir la vie de rêve, achetez cette formation, j'ai pas fait de promesses, j'ai pas fait ces choses-là. Donc j'ai eu peut-être une dizaine de personnes avec qui ça s'est mal passé dans le travail, qui n'ont pas été contents ou autre. Après c'est le jeu, mais par rapport à leurs résultats et non pas par rapport aux moyens que j'ai mis sur le business. C'est-à-dire que moi, en tant qu'agence, entre guillemets, j'ai une obligation de moyens et de délivrer la prestation, mais surtout de faire au mieux pour que ça réussisse et de conseiller les clients. Et parfois, tu as des clients, ils sont butés mentalement. Tu leur dis non, ça va pas marcher. Ils disent si, ça va marcher. Tu leur dis ok, si tu penses que ça va marcher, tu as 200 000 € de budget, viens, on commence avec 10 000, on fait un test. Ils disent non, parce que j'ai déjà acheté mon stock.
Donc après, ils dépensent 200 000 euros dans leur campagne marketing. Et après, ils viennent faire des vidéos en mode ouais, il m'a fait ça, truc, ça n'a pas marché, c'est de sa faute, tu vois. Alors que moi, j'ai les messages avec le client, tu vois, j'ai les messages qui montrent que c'est pas de ma faute et que nous, on a essayé de conseiller au mieux et juste qu'il n'a pas écouté les conseils. Donc aujourd'hui, je me sens pas avoir des haters, on va dire que franchement, ça s'est toujours bien passé. Même quand les gens ils ont perdu de l'argent, parce que en vrai, il y a des gens ils ont gagné des millions d'euros grâce à moi, et des gens ils ont perdu des milliers d'euros aussi. Jamais personne qui a perdu des millions, heureusement. Mais des gens qui ont perdu des milliers d'euros, parce que c'est le jeu, hein. Tu as des produits, tu testes, il y en a peut-être 1 sur 10 qui va marcher. Mais en fait, tant que le client il voit que tu es là et que tu fais un geste vers lui, dire que tu vas prendre le temps de l'appeler, d'essayer de régler le problème avec lui, d'essayer de trouver une solution, de lui donner des conseils. Tu vois, un petit e-commerçant qui avait 1 000 euros de budget, il tente sur un produit, il perd 400 euros. Au lieu de lui dire désolé, tu reviendras quand tu as de l'argent, s'il y a des gens qui font ça, il y a des agences qui font ça, ou des agences qui disaient au pire c'est un petit e-commerçant, je lui prends ces 1 000 euros, je fais pas la prestation. Ouais. Tu vois, moi j'ai jamais fait des choses comme ça. Le mec qui allait perdre ses 400 euros, je lui prenais le temps de lui dire regarde, essaye de voir ce qui allait pas sur ton site, ton produit, de lui envoyer un lien d'une formation qui pourrait être intéressante, par exemple la formation de Yomi pour qu'il se forme, de lui dire voilà, pour te recréer un capital, essaye avec le stock qui te reste d'envoyer le produit gratuitement à des influenceurs en les contactant au préalable pour qu'ils fassent la promotion de ton produit en l'échange de ton produit. Donc en gros, il gift le produit à l'influenceur, l'influenceur il fait la promotion et comme ça le client il se refaisait. Tu vois, progressivement, et au final il revenait vers moi après, j'ai compris ce qui allait pas, maintenant grâce à toi j'ai gagné 2-3 000 euros, viens on refait le test sur une autre influenceuse d'un autre type, et parfois ça marchait, puis ça marchait pas, on retrouvait des solutions, tu vois. Et même j'arrangeais les clients, ça m'arrivait de pas prendre de commission après, ce genre de choses. Donc j'ai toujours été flexible, mais la flexibilité vient aussi d'une obligation d'avoir une vision long terme. Dire que si tu vois ton business en mode ouais je fais ça 6 mois, je prends un max et après j'arrête, tu vas jamais être flexible avec ton client et du coup c'est là où tu vas commencer à avoir des haters parce que tu vas pas être convaincu de ton service. Moi je suis convaincu qu'aujourd'hui le business et ce que je fais et ce que je mets en place peut vraiment aider des gens à se développer, à développer leur marque, à développer leur site d'e-commerce et à atteindre des résultats. Donc je me dis que mon business il va tenir longtemps et c'est le cas parce que ça fait longtemps que je fais ça. Mais les gens qui ont une vision court terme, qui ne croient pas vraiment en ce qu'ils vendent, oui, c'est plus compliqué. Ils vont fuir la discussion avec le client. Ils vont jamais dire oui, peut-être que je me suis trompé sur l'influenceur. Oui, et ils vont retourner un peu la faute sur les gens. Et résultat des courses, il va y avoir des gens qui vont les détester. Parce ils ont forcé la vente. Parce qu'ils se disent en vrai, je m'en fous. Je fais ça pendant 6 mois, après j'arrête. Donc ils forcent la vente au client. Ils disent non, mais c'est sûr, tu vas cartonner, tu vas faire x10 avec ce produit. J'ai un client, il a fait ça sur un autre influenceur, il a gagné 100 000 euros. Enfin, il y a des gens, ils font ça, tu vois, pour pousser la vente. Où il y a des gens qui vendent des formations, qui disent voilà, je te garantis que tu vas faire x10 sur ton investissement en 3 mois, sinon c'est remboursé. Et après, 3 mois après, il s'est rien passé, il a juste vendu de la formation était de mauvaise qualité, le client il n'a pas gagné de l'argent, il demande son remboursement et le mec il dit ah non, parce qu'il fallait, regarde, il y avait une petite condition ici, tu vois. C'est ça qui fait avoir le somme des gens, mais contre quelqu'un. Mais tant que tu es là dans la discussion, que tu cherches une solution, en général, globalement, la personne, si elle est un minimum intelligente, elle t'en veut pas. Après, moi j'ai une dizaine de personnes qui ils sont butés, je les ai prévenus avant que ça allait pas fonctionner, ils ont voulu y aller, écoute, tant pis, tu vois, là je peux pas faire des miracles, tu vois. Genre j'ai même un article dans Le Parisien à cause de ça, mais après il y a pas mon nom qui est cité, mais tu vois une vidéo, on voit mon nom à un moment, c'était une marque de vêtements, clairement le mec il est venu à Dubaï, je lui dis ouais écoute, tu vends des suites à 100 euros, ça c'est pas possible, tu vois, ça va pas marcher. Et écoute, le mec il était buté, il avait son stock, il voulait même mettre 400 000 euros de base. Je lui ai dit non, baisse, même viens on teste avec 30, 40, 50 max. Il voulait dépenser. Les influenceurs, il voulait pas faire sa marque parce que c'était moche. Honnêtement, je lui dis mais ça sert à rien là, tu vas payer des influenceurs 3 fois plus cher. Il me dit non mais je la veux absolument, dis-lui le prix qu'elle veut. C'était de l'ego, tu vois, c'est pas en mode il se disait mais attends, l'influenceur il veut pas faire ma marque, il va le faire quand même et du coup demande-lui son prix pour qu'il le fasse, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvé dans tous les journaux qui existent, à avoir le nom de mon agence un peu caché, mais bon, les gens, ils savaient que c'était moi. Avec le prix des gens, ils se disaient waouh, Nabila, 18 000 euros, des trucs comme ça. Sauf que moi, j'ai même pas margé à la fin sur la campagne, j'ai margé à 4%, tu vois, sur le budget global. C'est le client tellement, je lui ai limite redonné toute ma com à la fin, tu vois.
C'est assez dingue et j'apprécie d'avoir ton retour là-dessus. C'est intéressant et je pense que ça dédramatise certains points. Mais en même temps, tu vois, ce qui est fou, c'est que finalement, c'est toi qui reçois, qui peut en tout cas prendre le risque de recevoir une pluie de tomates sur le visage, tu vois, pour 4% du montant, 4% de la com. Et avant les charges. Avant les charges, parce qu'aujourd'hui, tu as plus d'une dizaine de collaborateurs, tu as des bureaux, vous déménagez dans des nouveaux bureaux, y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, ouais, c'est intéressant. Un autre sujet, tu disais que tu étais quelqu'un de plutôt timide, réservé, introverti dans le passé. Et pourtant, aujourd'hui, tu as cette capacité à connecter. Tu as un réseau qui est assez énorme. Comment ça t'est venu justement cette perspicacité de te dire le business c'est des relations humaines, c'est la capacité à développer du réseau, c'est la capacité à satisfaire, c'est la capacité à se faire recommander et du coup placer entre guillemets des pions stratégiques à certains endroits pour que naturellement dans l'esprit des gens tu existes et quand on a un besoin particulier, on pense à toi. Enfin, moi, j'ai un besoin particulier par rapport à quelque chose. Je sais qu'à un moment donné, je vais soit être en lien avec toi, soit être en lien avec un de tes collaborateurs ou quelqu'un qui est associé avec toi par rapport à certains types de domaines. Comment ça t'est venu justement ? Parce que nous, on dit beaucoup que le réseau, c'est important et autres, mais concrètement, comment on fait pour le mettre en place ? Comment on fait pour en tirer profit ? Et comment on fait pour passer de quelqu'un qui, comme moi, en plus dans le passé, c'est assez drôle, était quelqu'un d'introverti timide, à quelqu'un qui aujourd'hui, comme toi, a un réseau puissant et assez large d'amplitude. En fait, je me suis rendu compte que mon business, il tournait grâce à mes contacts. C'est-à-dire que j'avais 2 clients de base. Ces 2 clients, ils m'ont recommandé à d'autres clients et ainsi de suite. Et au final, ça m'a commencé à me construire un cercle de clients et à me permettre d'être mis en relation avec des personnes qui vont aussi me ramener d'autres clients et ainsi de suite. Et en fait, je me suis dit, mais Nathan, tous ces gens-là autour de toi, ils te ramènent tous du business parce que tu leur as fourni une bonne prestation de service, etc. Et en fait, j'ai toujours su leur rendre l'appareil. C'est-à-dire qu'une personne qui va me ramener un client, je ne vais pas lui proposer forcément de lui donner de l'argent, une commission. Parce que le but, en général, me ramener un client parce que c'est un pote à lui qui a un besoin. Le but, c'est pas de marger sur son pote. Mais par contre, le mec en question, je sais pas, il va lancer un projet ou autre, je vais le contacter et je vais dire, ah ouais, tu m'as aidé dans le passé, viens, je t'aide sur ça. Regarde, ça serait bien que tu fasses X ou Y chose. Ou peut-être je lui envoie des clients vers son projet, je partage dans ma story. Donc en gros, je me suis rendu compte que plus tout le monde s'aide, plus tout le monde réussit. Mais il faut savoir le faire avec un cercle de personnes qui sont bonnes et qui sont honnêtes dans le business. Que tu recommandes une mauvaise personne à quelqu'un, au final, c'est sur toi que ça retombe. Et, vraiment, je me suis rendu compte que tout seul, on n'est rien. Vraiment, tout seul, on n'est rien. Dire que tu peux être le meilleur entrepreneur du monde, si tu n'es pas accompagné, si tu n'as pas un cercle de personnes avec qui tu travailles, si tu n'as pas une bonne équipe, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas, tu ne peux pas scaler. Tu peux pas. Moi, à un moment, j'avais peut-être 500 clients en même temps sur l'agence. Comment je les gère tout seul ? Ouais. Moi, j'étais un mec, je voulais gérer mon business tout seul. C'est-à-dire que je faisais des chiffres incroyables, mais au point que je n'en dormais plus. Tu vois, je travaillais tout le temps et je dormais plus. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça la vie. Et au final, je me suis dit, attends, là, je développe, je recrute. Même à un moment, quand j'avais 40 personnes, c'était trop. En vrai, j'en aurais eu 10, ça aurait été pareil, tu vois. Ouais. Mais j'ai su, entre guillemets, m'entourer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je m'entourais d'une personne, que ce soit dans le business ou personnellement, j'apprenais des choses. Donc en fait, je me développais moi-même, businessment parlant et personnellement, j'apprenais des choses et j'apportais aussi des choses à la personne et à deux, on s'élevait. Donc aujourd'hui, je me dis, voilà, je vais toujours rencontrer des gens à droite à gauche parce qu'on a toujours des choses à faire. Quand ils ont besoin, par exemple, d'une voiture à Dubaï, voilà, je peux leur fournir une voiture. Quand moi, j'ai besoin d'un truc sur un conseil sur quelque chose et que eux, ils peuvent me l'apporter, je vais leur demander. Et ainsi de suite, dans les deux sens. De la même manière que demain, ils ont besoin d'être mis en relation avec quelqu'un. Ah tiens, Nathan, j'aimerais être en relation avec Alec, j'ai une question à lui poser. Moi, je vais t'écrire, est-ce que ça te dérange pas que je te donne ton numéro au mec en question ? Et tu vas me dire non, pas de souci. Et puis au final, peut-être que ça va créer un business entre vous, vous allez devenir associés ou autre, tu vois. Ouais, je vois. C'est super intéressant d'avoir tout ton point de vue là-dessus. Et un autre sujet, c'est plus sur la partie NFT. Ouais. NFT, bon, tout le monde en a entendu parler. Ça a été une folie complète. Même toi, quand tu parlais de tes chiffres d'affaires juste avant, quand on voit ce qui se passait entre novembre et février pour ton agence, ça en dit long justement sur l'euphorie
et la puissance de la chose. Vous faites partie de ceux qui ont quand même eu une assez bonne rapidité d'exécution, qui ont réussi à tirer profit de cette opportunité et ce marché. Je connais un petit peu les chiffres de votre projet, les différentes personnes qui étaient dedans, comment ça a été géré, structuré. C'était un des premiers projets, contredis-moi si je me trompe, où vous avez utilisé beaucoup de célébrités extérieures de cette façon-là. Déjà, pourquoi vous avez lancé ce projet ? Quelle était votre approche ? Est-ce que on peut le dire ici, hein, on est entre entrepreneurs, les gens qui nous écoutent, entrepreneurs, investisseurs. Est-ce que c'était uniquement par opportunisme ? Est-ce que c'était tu voulais sauter sur une vague ? Est-ce que c'était par opportunisme, mais en même temps parce que tu veux créer quelque chose de solide, de durable ? Parce que j'ai le sentiment quand même, après l'heure passée ensemble ici, que c'est aussi ta philosophie, créer des choses solides sur le long terme. Dis-nous en plus là-dessus, et puis aussi la stratégie que tu as opérée pour pouvoir aller convaincre des célébrités connues, reconnues, qui ont des carrières qui parfois sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans ou plus, de parler de petites images d'aliens de toutes les couleurs, appelées NFT, dont personne, c'était pas... Maintenant, on parle de NFT, voilà. Tu vois, il y a eu les cérémonies des ballons d'or, on te donnait un ballon d'or NFT. Les NFT, c'est commun, mais ce n'était pas le cas il y a de ça un an. Comment tu t'y es pris ? Alors honnêtement, moi je voyais la tendance. Okay. Je la voyais dans tous les sens. Mais au moment-là, j'avais même pas un portefeuille crypto, je comprenais rien, ça me saoulait. Enfin, pour moi, c'était des conneries, toutes ces choses-là, tu vois. Mais je me suis dit, ok, pourquoi pas. Puis j'en parle à 2-3 potes. Puis j'en parle à une personne qu'on a nommée X parce que son prénom est assez discret, qui du coup bosse beaucoup avec Younes Benjiba, avec qui ça m'est arrivé aussi de travailler pour des célébrités. Et du coup, je lui en parle, et il propose le projet à Younes. Au final, on commence à en discuter, on réfléchit, on brainstorm. Puis moi, je suis très pote avec Alexandre Pérez, qui lui, du coup, est plus un peu NFT et crypto. Donc c'était un peu le mec... qui était là en mode il faut qu'on fasse ça va cartonner, etc. Donc il a partagé sa vision, moi je partageais ma vision marketing. Au final, un peu la vision des 7 associés, parce qu'on était 7 au total dans le projet, a permis de créer quelque chose qui a généré beaucoup d'argent. On a fait, je crois, 1500 Ethereum. L'Ethereum était peut-être à 3500, 4000, donc cool. Mais surtout qui a permis de faire en sorte que c'était un projet qui était durable, parce qu'honnêtement, on a un projet qui a le mieux tenu son floor le plus longtemps, entre guillemets. On a vendu à 0,1. Et après 0,15, donc une grosse partie à 0,1, une deuxième partie à 0,15. Et aujourd'hui, peut-être on a 0,06. Bon, c'est pas ouf, mais on a tenu très longtemps au-dessus de 0,2, 0,3. Et le problème, c'est juste que le marché des NFT, au moment où on a lancé le projet, les gens, ils voulaient juste faire du gambling. C'est-à-dire qu'ils voulaient juste gagner de l'argent rapidement. Et en fait, nous, même si on avait une belle roadmap, etc., on est bloqué dans le développement et dans la réalisation de cette roadmap, parce que les gens, leur but, c'était juste de gagner vite de l'argent. Mais on va dire que quasiment tout le monde a gagné beaucoup d'argent sur le projet. Parce qu'honnêtement, des NFT, elles ont été vendues $100 000. Une grosse majorité des gens qui avaient besoin d'argent et qui voulaient revendre vite, même tous ceux qui voulaient revendre vite, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et ceux qui étaient en mode holder, qui voulaient garder, en général, c'est des gens qui en ont acheté 3, ils en ont vendu 2, ils en ont gardé 1. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le floor, il a baissé, mais on a toujours une communauté qui est toujours compréhensive, on est toujours là. Alors, convaincre les stars, du coup, c'était majoritairement au départ mes associés, qui du coup sont des très bons amis de beaucoup de stars. Et moi, ensuite, grâce aux stars qu'ils ont eu dans le projet, c'est-à-dire qu'ils ont partagé, j'ai pu activer tout mon réseau. Et en fait, quand tu travailles 23 heures sur 24 pendant un mois, tu te rends compte que tu arrives vraiment à obtenir tout ce que tu veux. C'est-à-dire que tu lâches pas les gens. C'est-à-dire que tu voudrais vraiment... Je devenais fou, hein. Je voyais un influenceur qui partageait un truc, je regardais tous les abonnés qu'il avait, qui avaient l'air un peu proches de lui, je les contactais tous un par un pour lui leur proposer de l'argent pour que l'influenceur y partage. Vraiment, je contactais tout le monde. Mes DM Instagram, ils étaient bloqués, je recréais des comptes à la chaîne sur Instagram pour faire ça. Enfin, vraiment, je pense qu'on a réussi à avoir autant de célébrités, à la fois grâce au contact de mes associés et à la fois grâce à la détermination que moi j'avais, qui était de rien lâcher et qui était de vraiment croire au projet. Parce que vraiment, j'étais là en mode... C'était vraiment un projet précurseur et je pensais vraiment qu'on allait pouvoir le transformer en Bored Ape. Bon, ça n'a pas été le cas, tu vois. Mais je pensais vraiment qu'on allait pouvoir le pousser loin. Et les gens, ils le ressentaient dans la façon dont je leur parlais. Et du coup, ils avaient envie de faire partie de ce projet. Tu disais que tu étais doxé, tu étais visible dans ce projet. Tu parlais directement à la communauté, tu faisais par exemple des AMA. Et qu'est-ce qui fait que pour ce projet, tu as accepté d'être visible, alors qu'en général, comme tu l'as dit juste avant, tu ne l'es pas forcément? Parce que je partais du principe qu'en gros, les gens, ils n'achèteraient pas
un projet rattaché à de la célébrité, parce que moi, je ne pouvais pas leur apporter autre chose, mes associés non plus, parce qu'on n'est pas des experts crypto, on ne va pas leur créer un truc spécial, décentralisé. Enfin, j'y comprends rien, moi, ces trucs-là, tu vois. Donc, je ne peux pas leur créer quelque chose d'un point de vue technique qui va me permettre de juste faire en sorte que bah, voilà, ça soit incroyable et que les gens, ils achètent. Donc, j'étais obligé de créer quelque chose, mais d'apporter la confiance. C'est-à-dire que les gens qui achètent par rapport à une célébrité, c'est parce qu'ils ont confiance à la célébrité. Ouais. Mais il faut qu'ils aient aussi confiance en l'équipe. Et donc, tu es obligé d'être doxé. Tu peux pas ne pas être doxé. Donc, on était 4 sur 7 à être doxés. On est des Noucat certifiés, Noucat un minimum connu dans notre milieu. Moi, j'ai peut-être 1500 personnes qui me connaissent, qui ont acheté aussi. Donc, j'avais une vraie force d'achat. Rien que moi, tout ça, peut-être j'ai généré 1 million de ventes, tu vois. Ouais, t'apportais l'assurance et la réassurance globale. C'est ça. Intéressant. Ok, un autre sujet également, on jump de sujet en sujet et c'est super intéressant, c'est justement au niveau du recrutement. Tu m'as dit juste avant, là, on avait une quarantaine de personnes, j'aurais pu le faire avec 10. Aujourd'hui, je ne sais pas comment tu es structuré, mais je dirais que tu as entre une dizaine et une quinzaine de collaborateurs. Comment tu as recruté tes équipes? Où est-ce que tu les as trouvés? Quel deal tu as avec eux? Alors, je ne sais pas si tu mets en place des systèmes de vesting option, de BSPCE, d'equity pour certains collaborateurs ou des bonus spécifiques. Tu parlais avant, je crois, tu as une super manager. Donc, est-ce que par exemple, tu as un deal particulier? Enfin, comment tu as structuré en gros ton organisation? Parce qu'encore une fois, ça fait 1 heure qu'on discute. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent c'est pas possible, ce mec n'a pas 21 ans. Tu vois et en plus, encore une fois, ta maman, tu vois, les professeurs des écoles, alors rien de péjoratif, hein, tous les métiers sont magnifiques, mais je veux dire, t'es pas le fils de Bernard Arnault, tu vois. T'as pas une grande famille d'entrepreneurs derrière toi, etc. Tu t'es vraiment fait tout seul par tâtonnement, par l'action et par la réflexion, la logique telle que tu l'as évoquée. Mais comment tu as structuré tout ça? Comment tu t'es pris? Est-ce que tu as eu des grandes déceptions? Peut-être en recrutant un collaborateur de la mauvaise façon? Ça t'a coûté quoi? De l'argent, du temps, de l'énergie, de la confiance? Ou peut-être un collaborateur qui est parti avec des stratégies, qui a créé sa boîte? Enfin, voilà, parle-nous aussi des difficultés que ça peut avoir, parce que je sais que le recrutement, quand tu veux scaler, c'est parfois et souvent, d'ailleurs, je le vois même quand j'accompagne des entrepreneurs, même des gens très doués qui font déjà des millions par an, si ce n'est des dizaines de millions, ont vraiment ce problème qui est récurrent à chaque fois. Je suis d'accord avec toi, c'est un vrai problème le recrutement. Et on va dire que c'est les erreurs qui ont permis d'apprendre à comment plus ou moins bien recruter une personne. Donc par erreur, j'entends, ouais, comme tu as dit, des collaborateurs, donc des gens qui étaient des simples chefs de projet ou même assistants d'un chef de projet qui ensuite ils se faisaient monter leur cerveau par leurs frères et du coup ils partent avec les clients, ils créent leur agence. Et du coup, moi, en fait, j'apprends qu'il fallait que je fasse des contrats, il fallait que je sois davantage respecté, que je ne sois pas l'ami de mon employé. Ouais. Tu vois. Donc, c'était un peu le défaut que j'avais. Donc, moi, historiquement, entre guillemets, dans mon recrutement, j'ai recruté une première personne qui s'appelle Fari, qui de base était mon assistante de vie, de travail, de tout, en gros, qui m'aidait, qui m'appuyait sur tout. Et au bout de 2-3 mois, je lui ai dit, voilà, maintenant, il faut recruter des gens. Donc, elle a recruté une directrice des écoles pour l'appuyer. Donc, une fille que je payais très cher, peut-être 5-6 000 euros par mois, pour aider à structurer, faire des CRM, des choses comme ça, et créer un genre d'écosystème avec les employés. C'est-à-dire donc, de recruter des gens, mais aussi faire en sorte qu'ils étaient bien, qu'ils se sentent bien. Et ça, c'est compliqué quand tu n'as pas de bureau, quand tu es tout le monde en freelance. Les employés, ils n'ont pas forcément d'attache avec l'entreprise. Et du coup, ils vont moins bien travailler que s'ils étaient dans un bureau. Donc moi, à l'époque, j'étais à Dubaï tout seul. Les autres, ils étaient tous en France, en auto-entreprise, etc. Donc en fait, tu peux même pas forcément les bloquer pour qu'ils travaillent que pour toi. C'est-à-dire du jour au lendemain, tu peux avoir formé une personne pendant 6 mois pour qu'au final, elle parte ailleurs. Tu vois, j'étais un peu bloqué dans tout ça. Mais à l'époque-là, j'avais peut-être 35-40 personnes. Donc j'ai eu de tout. J'ai eu des gens qui sont partis faire une agence de leur côté. J'ai eu des filles qui sont crues pousser des ailes, tu vois, et qui se sont dit, tiens, qui c'est en mode menace, tu vois, en mode, tu sais pas, tous les influenceurs qu'on a payés, il y a que moi qui suis en relation avec eux, c'est sur des nouveaux marchés, des marchés émergents, il y a que moi qui suis en relation avec eux, là, il y a peut-être 200-300 000 euros que tu as payé d'avance sur des packages, c'est soit tu me triples mon salaire, soit genre, je gère plus les campagnes avec eux et tu te démerdes, et moi, je leur dirais bien que c'était moi qui gérais, donc maintenant, vu que je suis plus là, ils gardent l'argent et c'est tout, tu vois.
Genre, j'ai eu des choses comme ça. Waouh. J'ai eu des choses comme ça, et ben dans ce cas-là, ouais, tant pis, pars. Et après, moi, j'allais contacter des influenceurs et je leur faisais comprendre, j'ai peut-être perdu 100 000 euros dans l'histoire sur 200-300 000, mais je leur faisais comprendre aux influenceurs que voilà, s'ils voulaient continuer à travailler sur le long terme, ça n'allait pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'elles pouvaient leur dire ce qu'elles voulaient, ça n'allait pas marcher comme ça. Moi, j'étais là pour leur ramener des deals sur le long terme. S'ils voulaient gagner de l'argent sur le long terme, ok, on travaille ensemble. Et dans ce cas-là, ils me rendent l'argent, ou on fait bosser les influenceurs et les packages avec nos clients. Donc, on va dire, j'ai eu beaucoup de choses de ce genre qui sont passées parce que j'étais jeune. Quand t'es jeune, t'as un peu moins de respect de tes employés, genre ils se permettent davantage de choses. Ouais. 2, parce qu'à l'époque, on va dire que je montrais un peu plus d'argent, c'est-à-dire que à l'époque, j'avais beaucoup de trésorerie. Quand t'as beaucoup de trésorerie, tu peux dépenser un peu des choses, je sais pas, tu vas t'acheter une nouvelle montre, tu vas t'acheter un truc à droite, à gauche, machin. Tes employés, ça peut arriver qu'un employé qui soit en France, ils sont un peu matrixés. Ouais. Ils se disent, attends, mais c'est moi qui fais gagner cet argent-là, il vit sur moi, tout ça c'est grâce à moi. Tu sais, il y a des gens, ils deviennent un peu fous, ils se rendent pas compte du travail que tu fais. Et surtout s'ils ne comprennent pas différents chiffres d'affaires, bénéfices. Aussi. Du coup, ils voient des grosses sommes, ils voient le patron qui se fait plaisir et ils se disent pourquoi pas moi. Donc j'ai des employés qui se sont retrouvés à me voler, tu vois, genre à encaisser sur leur RIB. Et après, tu t'en rends compte 3 mois, 6 mois après. À des employés qui deviennent copains avec un client et qui lui disent bah écoute, viens, je te fais prix de touche. Comme ça, il se rend pas compte, Nathan, et juste tu me donnes une commission à côté. Ce genre de choses, tu vois. Donc j'ai vraiment eu de tout. La totale, ouais. Et ça m'a appris à chaque fois, changer, mettre des contrats, faire X ou Y choses, contrôler, avoir des fichiers de suivi de la vente des trucs, mettre en place une genre de comptabilité qui vérifie bien les encaissements, parce que vraiment je vérifie même pas les encaissements. Genre vraiment, on voyait la preuve de virement, pour moi c'est arrivé, tu vois. Okay. Mais c'était une époque où je recevais peut-être, je recevais 1 million par mois, tu vois, des choses comme ça, mais en plein de paiements de 1000, 2000, 3000, 4000. Impossible à suivre. Ouais. J'avais 40 personnes, j'avais des groupes dans tous les sens, mon WhatsApp, il n'arrêtait pas de sonner, enfin... C'était une galère. Donc après, j'ai structuré, genre en mode que je sois dans chaque groupe, que une autre personne de l'équipe de confiance, donc qui est là depuis longtemps, comme Farid, soit dans chaque groupe avec les clients. Donc comme ça, le client, tu vois, si tu vois qu'il y a des encaissements, mais que ça parle pas dans le groupe, c'est que ça parle en privé. Et du coup, on force les commerciaux à parler uniquement dans le groupe avec le client pour que si jamais le commercial il soit amené à partir, on puisse avoir le suivi avec le client et toujours la relation qui soit là avec le client. Donc aussi, comme je disais, mettre en place des contrats. Mais en fait, il y a une différence entre un contrat bien fait et juste un contrat, tu vois. Dire que l'employé un peu vicieux, il peut se rendre compte que ton contrat, il sert à rien. Et en fait, même en jouer, c'est-à-dire se dire, vas-y, je peux faire ce que je veux, tu vois. Et jouer de tes faiblesses, entre guillemets, pour se mettre bien et prendre un maximum d'argent sur ton dos. Donc ouais, j'ai eu beaucoup d'argent perdu à cause des employés. Aujourd'hui, maintenant, j'ai une équipe qui est saine. Ça fait 1 an et demi que j'ai des bureaux. Ça fait 2 ans, pardon. Ouais, je crois. Que j'ai des bureaux et depuis ça j'ai une équipe qui est vraiment saine, c'est-à-dire que mes employés je les vois au quotidien, on est entre guillemets potes sans l'être, c'est-à-dire qu'il y a toujours une hiérarchie et la hiérarchie elle vient aussi grâce à la manageuse, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais leur parler de quelque chose par rapport au travail, ça va passer par la manageuse qui va la dire voilà, tu viens dans le bureau convoqué, tu vois, c'est un peu comme à l'école entre guillemets, c'est-à-dire et du coup ils ont un peu peur de la manageuse, ils savent que la manageuse est derrière moi, donc ils ont peur aussi un peu de moi parce qu'ils tiennent à leur travail, parce qu'ils sont dans une bonne équipe, ils sont contents de ce qu'ils font. Je suis pas chiant sur le travail, c'est-à-dire que au bout d'un moment, ça sert à rien de dire aux gens, ouais, t'arrives au bureau à 8h, tu repars à 17h. Non, mes employés, ils arrivent à 11h au bureau, ils se font conduire par un chauffeur dans une belle voiture, ils repartent à 16h, ou 17h, tu vois. Donc, ils sont pas au bureau trop longtemps. Si un jour, ils peuvent pas venir, ils me disent, ouais, Nathan, aujourd'hui, je suis fatigué, machin, truc, je viens pas, mais ils travaillent de la maison. Moi, je leur fais confiance, pas sur une base de confiance, mais une fois que tu as trahi, c'est au revoir. Et ça, ils le voient, parce que du coup, ils voient des gens partir de temps en temps, et ils voient qu'il suffit d'être carré, et ils resteront, et aussi, ils ont peut-être un côté qui est avantageux pour moi, c'est le fait qu'ils se sentent en sécurité dans leur travail. C'est-à-dire que même s'il y a des mois, pendant 3 mois, ça marche moins bien, dans d'autres boîtes, ils savent qu'ils se seraient fait virer parce que du coup, ça marche moins bien, donc il faut réduire les charges. Parce que moi, ils savent que en fait, je m'en fiche que ça marche moins bien. Parce que moi, ce qui compte le plus pour moi, c'est d'avoir une bonne équipe, parce que je sais que je vais relancer des choses avec eux. Dire que là, ça marche moins bien parce que c'est une vague qui est un peu plus calme.
mais je sais que dans 3 mois, ça va repartir, ou dans 1 mois, ça va être autre chose, ou que je vais avoir besoin d'autres sur d'autres projets. Et du coup, ils voient que je lance d'autres choses. Je suis pas là en train d'attendre et me laisser mourir, pas vraiment me laisser mourir, mais laisser le business. Ou paniquer, dire ok, ouais, faut qu'on coupe. Ouais, voilà, tu vois, en fait, Ouais. ils voient, je m'en fiche parce que, pire, je perds 20 000 euros par mois sur leur salaire, c'est pas grave, tu vois, je m'en fiche. Parce que je sais que dans 6 mois, j'en gagnerai 10 fois plus. Parce que j'aurai une équipe qui me fait confiance, qui est solide, qui va me rapporter du business, qui va parfois rapporter des clients aussi. J'ai des employés, ils me rapportent des clients. Ils voient, je les récompense sur ça aussi. Ouais, donc tu mets en place aussi des bonus Ouais, mais même pas. En fait, enfin oui, mais sans être scolaire. C'est-à-dire que ils savent que je suis quelqu'un d'honnête et droit. C'est-à-dire que quand tu travailles bien. Ouais, tu vas pas forcément dire tu fais ça, t'as ça, mais plus voilà, toi-même, consciemment. On a fait des belles performances, on a bien réussi, c'est en partie grâce à toi. Ce mois, tu auras ça en plus, quoi. C'est ça. En fait, c'est ça. Je le donne. Dire des employés, tiens, ton iPhone ne marche plus, t'as un nouveau, t'as bien travaillé. Tu vois, un nouvel ordi. Plein de choses. Honnêtement, tu sais, des salaires qui sont passés de 500 euros parce que de base, ils avaient un petit poste à 1000, à 2000. Tu vois, j'augmente et parce que tu connais une personne, par exemple, de base, elle travaillait en tant que chauffeur dans la société, elle gagnait peut-être 800 ou 900 euros. Puis après, elle passait à 1000 sur un meilleur poste, mais toujours à 1000 euros. Et après, elle travaillait bien, ok, c'est cool, vas-y, 2000, tu vois, tu t'es défoncé, maintenant c'est 2000 ou 2500, etc. Ouais. Donc en fait, ils voient que je suis honnête et que je suis droit, et que quand ils travaillent bien, que quand ils apportent des choses à l'entreprise, quand ils se battent pour l'entreprise, ils sont récompensés sans même avoir besoin de le demander, sans même avoir besoin qu'on en discute. En fait, je suis là pour qu'ils se sentent bien et qu'ils se disent « Ah ouais, tu vois, là, je me suis défoncé, je travaille à fond et j'ai eu de la reconnaissance. » Et ça, c'est super important quand tu es employé dans une boîte, c'est de te sentir bien, te sentir en sécurité par rapport à ton travail, avoir une bonne atmosphère. C'est-à-dire que moi, j'ai 80%, 90% de filles dans mon bureau qui ont entre 21 et 30 ans. Qui sont toutes d'origine française. Donc, d'origine française. Ils sont toutes d'origine différente, mais qui parlent française. Ouais. Donc, en fait, j'ai un mix de cultures, mais qui parlent français, qui sont des filles, donc elles font des soirées entre elles de temps en temps. En fait, c'est une bonne équipe, tu vois. C'est des gens, ils s'entendent tous bien, ils sont tous contents d'arriver au bureau aussi. C'est ça qui est important. Et du coup, ça se ressent aussi. Parfois, ils vont aller à des événements, ils vont parler de leur travail, ça va ramener des rendez-vous. Au final, tu dois, quand tu donnes du bon aux gens, et tu es honnête avec eux, tu es droit avec eux, au final, ils savent te le rendre. Ouais, totalement. C'est super intéressant d'avoir ta vision, encore une fois, parce que c'est un vrai questionnement, une vraie problématique. Là, ce qu'on voit, ce qui est game changer pour toi, c'est avoir une équipe saine, en qui tu peux faire confiance, qui a ce sentiment de reconnaissance. Le game changer a été aussi les bureaux, le fait d'avoir un manager, le fait malgré tout d'avoir cette proximité en termes d'âge, etc., d'avoir une sorte de hiérarchie qui se met en place et donc maintenir un certain respect, contractualiser les choses, t'enrichir des différents enseignements que tu as eus par les expériences passées négatives. Donc ouais, c'est globalement des sujets super intéressants. Et au niveau du sourcing, comment tu fonctionnes ? C'est plus dans mon cercle proche, c'est plus des prestats qu'ensuite tu vas internaliser, c'est plus je vais aller sur LinkedIn, je vais regarder les suggestions de mon LinkedIn où je vais taper 2-3 trucs, une annonce sur un site de job. Comment tu fonctionnes ? Alors déjà, moi je recrute très très peu dans mon cercle proche. D'accord. Honnêtement, c'est pas mon style. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de le faire, ça a toujours été une erreur. Parce qu'au final, tu vas pas être objectif avec la personne. Ouais. Donc j'ai arrêté de le faire, que ce soit sur la boîte de nuit où je lance, où là j'ai une vingtaine de personnes, que ce soit sur les boîtes de marketing, les boîtes où de la boîte de location ou autre, je recrute pas des gens qui sont proches de moi, normalement, en temps normal, entre guillemets. Parce que j'ai pas envie que les employés, aussi les autres, sentent une différence entre la personne en question et les autres. Ouais. Où ils pourraient présupposer qu'il n'y a pas l'impartialité qu'on pourrait avoir. Ouais. C'est ça, et qui se sentiraient peut-être pas à l'aise, en mode la personne là, elle peut arriver au bureau 3 heures après tout le monde, et c'est pas grave. Tu vois, j'ai pas envie qu'il y ait ce genre de choses. Donc nous, la façon de recruter, c'est simple, c'est ma RH, donc qui est mon assistante, c'est Farid, c'est un peu genre la manager des équipes, ma RH, c'est ta première employée ? C'est ma première employée, c'est intéressant. Ça fait 3 ans qu'elle bosse pour moi. Ok. Donc elle est montée avec toi, en fait. Ouais, elle est montée totalement. Au début, elle gagnait peut-être genre 1500 € et maintenant elle gagne très très bien sa vie, tu vois. Ouais, super. Donc elle a monté progressivement, puis voilà, c'est toujours bien passé. Donc c'est elle qui s'occupe des recrutements, donc elle fait des fiches de poste, qu'elle va poster sur le compte Instagram de l'agence, que moi je vais repartager. En story, je fais peut-être 8000, 10 000 vues, mais c'est des gens qui sont intéressés par travailler avec nous, tu vois. À chaque fois que je mets une story,
il y a peut-être 100, 200 personnes qui vont postuler. Et sur les 100, 200, il y en a peut-être 30, 40 qui nous disent je veux travailler gratuitement pour toi pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour me former. Et ensuite, si ça te va, bah, tu m'embauches. Tu vois. Et là, par contre, il faut savoir être bon à faire le choix parce qu'il y a des gens qui vont te dire ça pour travailler pour toi sur le long terme et être satisfait et enfin voilà et vraiment avancer avec toi et juste te montrer qu'ils sont compétents et qu'ils peuvent y arriver. Et t'en as d'autres qui veulent juste apprendre pour créer leur business en rapport avec le tien, tu vois. Donc là il faut être très bon et c'est ça qui est assez compliqué. Elle sait trier la majorité du temps. On prend des gens qui juste volent de l'argent, tu vois. C'est quand même plus simple. Et elle recrute en fonction du CV, en fonction de l'expérience professionnelle, mais surtout en fonction du feeling qu'elle a avec la personne. Si elle sent qu'elle est honnête, si elle sent qu'elle est motivée. Parce que moi, aujourd'hui, une personne qui a beaucoup de compétences, VS une personne qui est pas trop motivée, tu sais, qui me dit ouais, moi je bosse pour Publicis, je veux 4 000 €. VS un mec qui est là, qui me dit bah ouais, moi je veux apprendre, je veux me développer, je veux vous apporter des choses, je suis prêt à bosser tous les jours, etc. Bah, moi je préférais la personne qui a moins d'expérience mais qui est motivée plutôt que la personne qui a 30 ans, qui a fait 10 ans de Publicis dans des bureaux et qui veut juste changer de travail, etc. Et puis qui veut partir à Dubaï. Qui va avoir la grosse tête, pas écouter les conseils de l'autre parce qu'il a 5 ans de moins. C'est ça. Et ouais, on en est la preuve vivante. Finalement, on est loin d'être les plus compétents et doués et sérieux. 100%. Même si tu as quand même l'air d'avoir plus de facilité à l'école que je n'en ai eu moi. mais finalement, on est motivé, on est sérieux, on a envie. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et justement, j'ai encore 2 questions à te poser. La première, c'est, il y a beaucoup de gens qui nous regardent peut-être, alors tu as autant des entrepreneurs avancés, des investisseurs et autres, mais tu as aussi clairement des gens qui peut-être veulent se lancer, veulent démarrer, jeunes ou moins jeunes. Moi, j'estime que c'est plus simple de démarrer et de se lancer quand on est jeune. Bien sûr. Largement, parce que je m'imaginerais, voilà, trentaine d'années, père de famille, des responsabilités, un job, etc. C'est beaucoup plus complexe et j'ai beaucoup plus de respect. Je confère plus de légitimité à ceux qui du coup, veulent se lancer dans ces conditions. Mais quoi qu'il en soit, rien n'est impossible. J'ai vu même des gens de 72 ans, mon plus aîné client, se lancer, démarrer son business. Donc, c'est pour dire. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui du coup est jeune, veut se lancer, sait peut-être pas trop par où commencer, n'a peut-être pas forcément super confiance en lui, peut-être même que lui aussi, comme tu l'as été, comme je l'ai été, bah, c'est pas le plus populaire à l'école, du coup ça diminue son niveau de confiance en soi. Toi, j'ai l'impression que ta maman était quand même assez présente pour t'aider à évoluer, à grandir et te soutenir dans tes projets, mais certains, c'est peut-être pas forcément le cas. Donc, tu vois, il y a plein de circonstances atténuantes qui font que certains ont besoin d'un petit push d'encouragement ou alors 2-3 conseils, 2-3 éléments que tu pourrais partager. Lesquels sont-ils ? Alors, je vais séparer juste ça la réponse en 2 parties. La partie pour les gens jeunes, qui sont étudiants par exemple, et la partie pour les gens qui sont un peu plus âgés. Donc, en gros, quand tu es étudiant, par exemple, tu viens d'avoir ton bac. Déjà, premièrement, et ton bac quand même, au moins tu es sûr. Déjà, ça t'apprend plein de choses. Ça te met en relation avec pas mal de personnes. Ça permet de te créer des contacts. Et c'est toujours important d'avoir des contacts, d'avoir des amis, des choses comme ça. Donc, déjà, arrête pas l'école à 16 ans. Le business que tu fais, tu peux le faire, mais à côté de ton école. C'est-à-dire, travaille 2 fois plus. Donc, fais ton travail, plus bosse à côté pour lancer ton business progressivement. Donc c'est très bien, et comme ça tu prends pas de risque. Donc déjà, premièrement, avoir son bac, je pense que c'est quelque chose d'important pour pas arrêter trop tôt et se retrouver avec rien. Contrairement à genre quand tu as 18 ans et que là tu viens d'avoir ton bac, tu es en école de commerce par exemple, ou en école ou à la fac, mais quand tu as 18 ans que tu es à la fac, tu vois plein de gens autour de toi dans la même classe que toi qui ont 21 ans, 20 ans, 23 ans, 22 ans. Là, tu as ton business qui tourne déjà et tu te dis tiens, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me concentre dessus ? En vrai de vrai, tu vis chez tes parents. C'est-à-dire que tu as une sécurité, tu as un logement, tu as à manger. Tu peux te permettre d'arrêter tes études et de dire voilà, je tente pendant 1 an. Parce qu'au pire des cas, ça marche pas, tu peux revenir en arrière 1 an après et te réinscrire à l'école, ils vont t'accepter. Ouais. Et en fait, tu vas juste avoir non pas perdu 1 an de ta vie, mais tu vas avoir appris des choses pendant 1 an qui vont te permettre peut-être de réussir dans un business dans quelques années. Ouais. Mais juste te rendre compte que c'était pas forcément le bon. Donc, pas grave, tu vas reprendre tes études et tu vas continuer. Donc, en gros, il y a une grosse crainte de la plupart des gens. C'est ceux qui sont en études, ils disent non, je ne veux pas arrêter mes études, etc. Mais attends, mais t'as pas d'enfant, t'as pas de responsabilité, t'as rien.
Tu vois, tu risques rien. Tu risques juste d'apprendre des choses pendant 1 an et de reprendre là où tu en étais 1 an après avec des compétences en plus. Ouais, Donc totalement. franchement, fonce. Tu vois, fonce. Et pour des personnes qui vont être plus âgées, il faut pas arrêter son travail. Pour moi, il faut pas arrêter le travail qu'ils font. Garde ton travail parce que tu as des responsabilités, tu as une famille à nourrir, tu as un loyer à payer, tu as de l'électricité, tu as toutes tes charges. Donc te mets pas en difficulté parce que quand tu te mets en difficulté, c'est là où les entrepreneurs ou les personnes normales entre guillemets qui veulent entreprendre vont faire des choses qui ne sont pas bien, ils vont se retrouver à voler de l'argent à des gens parce qu'en fait ils sont pris au coup. Tu vois, donc ils vont se retrouver à voler quelqu'un parce qu'ils se sont dit bah tiens, j'arrête le travail parce que j'ai vu un mec sur Instagram qui m'a dit ouais, je vais faire plein d'argent, donc je vais mettre tout ce que j'ai et puis je vais arrêter mon travail, puis de toute façon ça va marcher, il m'a dit que ça allait marcher. Non, tu continues ton travail et juste tu vas travailler 2 fois plus, tu vas arrêter de sortir, tu vas arrêter d'aller au restaurant, tu vas aller machin, tu vas travailler 2 fois plus et tu vas voir comment fonctionne ton business et au bout de 3 mois, 6 mois, tu vois que c'est stable et en progression, ok, là tu arrêtes ton travail. Mais tu n'arrêtes pas dès le début et après tu te retrouves à la fin du mois, t'es bloqué, tu dois payer tes trucs, tu vas voler un mec. Tu vas vendre un truc à un mec et tu vas pas faire la prestation parce que tu as besoin d'argent. Donc, on va dire que quand tu as des responsabilités, il faut en être conscient et toujours réfléchir à son cercle proche. Voilà, comment tu vas faire pour gérer ton cercle proche, donc tes enfants, peut-être aider ta mère si ta mère elle est à l'hôpital ou autre. Donc toujours avoir cet argent qui est là à disposition et son revenu qui est là et qui te permet de payer tes charges. Et à côté de ça, de lancer ton business. Je pense qu'il ne faut pas sauter les étapes et il ne faut pas se dire que ça va être facile. Ouais. Exactement, parce que c'est pas facile de lancer un business et ça demande beaucoup de travail. Et c'est là où on voit la différence entre un entrepreneur qui va réussir et un entrepreneur qui va pas réussir. C'est la manière dont il va travailler. Donc déjà qu'il va bosser beaucoup, mais aussi de manière efficace. Totalement d'accord. Et c'est très drôle, un sujet, c'est que tu dis que quand les gens sont dans des situations difficiles, ils vont avoir tendance à prendre les mauvaises décisions. Ça, c'est un grand débat. Il y a ceux qui disent l'inverse totalement et à ceux qui sont du même avis que toi. Et ce qui est drôle, c'est que les gens à chaque fois dans cette réponse, souvent je me rends compte qu'ils sont surtout biaisés par leur propre parcours. Et si d'un coup, à un moment donné de leur vie, ils vont prendre la bonne décision alors qu'ils étaient dans une situation difficile, ils vont se dire, les entrepreneurs, quand ils sont dans des situations difficiles, prennent les bonnes décisions, c'est super, c'est challengeant, machin. A contrario, quand ils ont été dans une très bonne situation, pris les mauvaises décisions, non, ça crée du confort, c'est pas bon, etc. Moi, je suis plutôt de ton avis, effectivement, surtout pour le démarrage. C'est-à-dire que le but, c'est de réussir à être dans une situation qui est saine. Et même si on en a envie, même si on en a marre de son job, même si on ne vit pas forcément sa meilleure vie, etc. Prendre sur soi. Prendre sur soi et garder une situation. Je vois dans mon cas, moi j'étais relativement jeune, mais j'avais 3 jobs quand j'ai commencé à l'entrepreneuriat. J'étais agent de sécurité, j'étais ouvrier à l'usine, j'étais arbitre de foot. Et en fait, il y en a un que j'ai gardé au moins, c'était agent de sécurité la nuit. Du coup, ne serait-ce que pour pouvoir gagner quelques centaines d'euros par mois et puis pouvoir subvenir à mes besoins, à mes charges du quotidien. Parce que je ne voulais pas compter sur ma maman. Moi aussi, mon père était décédé, etc. Je vivais seul avec ma maman. Et du coup, si tu veux, j'étais dans cette situation où je me suis dit, limite, j'étais un imposteur parce que la journée, j'étais dans des bureaux à Versoix, à Genève, je gérais des deals, des clients, je commençais les vidéos YouTube à donner des conseils. Et la nuit, au lieu d'aller dormir et me reposer, je prenais ma petite voiture, ma Seat Ibiza, et j'allais avec mon bleu d'agent de sécurité machin à l'usine, en train d'essayer de pas m'endormir devant les caméras de sécurité comme ça, pour gagner 3, 4, 500 balles parce que je pouvais pas encore me payer avec mon quotidien de chef d'entreprise, tu vois. Par contre, je payais mes salariés, je payais mes bureaux, mais je me payais en tout dernier parce que je voulais vraiment créer un système et créer quelque chose de solide. Donc voilà, j'avais pas forcément femme et enfants à nourrir, loyer exubérant à payer, même si je participais à certaines choses, mais c'est important de le dire et je te rejoins là-dessus. Après, moi, j'ai juste une petite précision, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, à des moments, ils sont arrivés à zéro dans leur business, ils sont tombés à zéro, ils ont toujours réussi à se refaire parce qu'en fait, c'est des gens qui ne sont pas des travailleurs de base. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir un choc, dire ils sont là, ils sont laxistes, ils vivent tranquilles, après ils se rendent compte qu'en fait là ils arrivent vers le zéro et ils se réveillent sous la pression et en fait ils travaillent. Donc ça c'est les gens qui arrivent à s'en sortir quand ils tombent vers le zéro, mais c'est que un certain type d'entrepreneur. Est-ce que ces gens-là sont vraiment des entrepreneurs qui créent des systèmes finalement? Pas vraiment, parce qu'ils n'ont jamais en tout cas au jour d'aujourd'hui, enfin dans la situation dans laquelle ils sont, non. Mais à terme ils se rendent compte que en fait s'ils travailleraient tout le temps comme ça, à fond, et tout se passerait bien, tu vois. C'est ça. Et même peut-être qu'ils n'auraient pas besoin d'être à fond tout le temps sous la pression
parce que tu te dis tu crées un marathon plutôt que de jouer un sprint à chaque fois. Merci pour cet échange. Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment super intéressant. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a partagées. Si vous avez eu autant de plaisir à suivre cet épisode que moi à l'animer, faites-le nous savoir en le partageant tout autour de vous et en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, des commentaires sous la vidéo YouTube, etc. J'ai une dernière question à te poser que je pose à chaque fois à mes invités. C'est voilà, par rapport aux différents déclics que tu as partagés et autres, si tu avais un truc, un conseil, une chose, tant sur le plan personnel que professionnel, que ce soit une phrase, une citation ou toute une explication, qui a vraiment créé une différence majeure dans ta vie, limite en transformation identitaire pour toi, que tu aurais absolument envie de partager à un de tes proches, limite avant de quitter ce monde, qu'est-ce que ça serait ? Honnêtement, ça serait le fait d'être toujours focus sur ses objectifs. C'est-à-dire, moi, pourquoi je m'en suis bien sorti dans mes business, c'est parce que quand les gens ils me parlaient d'autres business, je me disais non, je reste concentré sur le mien, je le développe, je vais y arriver, ça va bien se passer, avant de vouloir me lancer sur d'autres choses. Donc, tu peux te lancer dans d'autres business, une fois que ton business est structuré, tu peux lancer quelque chose d'autre. Mais il y a trop d'entrepreneurs qui se perdent en voulant tout faire à la fois, en pensant de gagner de l'argent partout. Et au final, quand tu fais un peu tout, tu fais rien. Alors que quand tu te concentres sur quelque chose, tu te concentres ta zone de génie dans un certain endroit et c'est là où tu peux vraiment réussir. Moi, le conseil que j'aurais le moment où j'ai bien réussi dans ma vie, c'est quand je me suis dit, mais en fait, Nathan, t'es bon dans le marketing, reste dans le marketing, arrête de vouloir faire X ou Y chose, parce qu'à chaque fois que tu fais X ou Y chose, ça marche pas. Et le deuxième déclic que j'ai eu, c'est ne jamais faire confiance aux gens qui viennent vers toi pour te dire viens, c'est un mec qui te connaît depuis une semaine et qui il veut s'associer avec toi, il se dit ouais pour des fonds, etc. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un mec qui est venu vers moi pour s'associer avec moi, qui me présente un projet de ouf, qui fait que de parler, etc., à chaque fois je me suis fait arnaquer, tu vois, je me suis retrouvé à investir et comme ça, parce que tu te dis ouais non tranquille, ça va bien se passer, au pire c'est pas beaucoup d'argent ou X et Y chose, et en fait c'était dans des périodes de ma vie où je me suis retrouvé à devoir gérer des problèmes, à essayer de récupérer mon argent, à avoir le cerveau qui pense à autre chose plutôt que de développer mon business. Ouais. Donc je pense que dans un premier temps, le vrai déclic, c'est rester focus sur son business, vraiment le développer, le structurer avant de passer à autre chose. Ok, parfait. Merci encore une fois. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir ici. Et puis, j'imagine que là, il y a pas mal de sujets, pas mal de choses qui a été récolté de toute cette valeur et de tous ces échanges. Et il y aura bien sûr tous tes liens en dessous, sous la description, si les gens veulent avoir plus de Nathan et puis pouvoir te suivre et voir ce qui va suivre. Parce que voilà, encore une fois, je pense qu'il y a de belles années devant toi. C'est que le début et félicitations pour ce parcours. Merci beaucoup. À bientôt. Pour toi. À bientôt. Merci.